découverte. Je vais vous présenter une très belle statue du 15e siècle faite par Élisabeth IV nous allons suivre plus loin. Je vous présente le lac de Bruxelles qui a été fait par le roi Henri IV à l'époque de Louis-Élisabeth VIII. Nous avons tout reconstitué comme à l'époque. Vous pouvez constater les spécimens qui se situent sur votre gauche. Nous avons tout reconstitué à l'époque. Leur tête, dis-moi. Leurs démarches, leurs vêtements. Mais est-ce normal qu'ils aient tous un sac? Venez, suivez-moi, je vais vous montrer la suite. Je vous présente le vase de Soissons. Il a été fait en 1824 par le roi Louis Vuitton pour sa reine Bernadette IV. Allez, venez, suivez-moi, nous allons voir de plus près. Alors, voilà, regardez à votre gauche. Allez, venez! En fait, les frères Lumière n'ont pas inventé le cinéma, il s'est passé énormément de choses avant eux. Mais ils ont fait une synthèse absolument impeccable de tout ce qui s'était fait avant eux. Et on verra quand on terminera la visite, notamment avec leur appareil de projection, peut-être encore plus que leur appareil de prise de vue, mais on verra que c'est encore exactement ça qu'on utilise aujourd'hui. Donc c'est vraiment l'aboutissement de pas mal d'autres recherches et inventions. Et c'est un peu ça qu'on va voir avant dans la première partie de votre visite dans le musée, puisqu'après vous irez dans la petite salle et là vous aurez le début de l'histoire du cinéma, la première période, celle qui va de 1895, donc des Frères Lumière, jusqu'à 1927, jusqu'au chanteur de jazz, ce film avec Al Johnson, ce qui est un peu le premier film sonore. C'est la première période, donc c'est une période de cinéma muet avec quelqu'un que vous connaissez tous aussi, c'est Charlie Chaplin. Donc voilà, ça c'est pour la deuxième partie. Alors on revient à la première partie, et justement pour un peu mieux cerner toute cette aventure jusqu'à 1895, moi je vais commencer par vous donner une définition du cinéma tout à fait technique. Cette définition vous dit que le cinéma, c'est la reproduction du mouvement photographié par projection lumineuse. Et vous avez là au fond trois mots, photographie, mouvement, projection lumineuse. Et ces trois mots, c'est un peu chaque fois la synthèse de trois domaines dans lesquels justement un certain nombre d'inventeurs avaient fait une série de recherches avant les Frères Lumière. C'est ce qu'on appelle l'analyse du mouvement, c'est ce qu'on appelle la synthèse du mouvement, et enfin la projection du mouvement sur un écran. Ça c'est tout à fait logique. L'analyse du mouvement, c'est la photographie, c'est la prise de vue, c'est la caméra. Vous avez tous un appareil photo, vous avez plusieurs êtres même à avoir des caméras, mais vous savez qu'au fond, une caméra ça prend 24 images en une seconde. Tout le monde le sait, et quand on regarde ces 24 images les unes après les autres, on a ce qu'on voit dans la réalité, mais dont on ne se rend pas compte que l'on voit, c'est-à-dire vraiment une analyse, une décomposition du mouvement dans ses moindres détails. Alors la deuxième technique, c'est la synthèse, comment on va recomposer, comment on va recréer le mouvement tel qu'on le connaît dans notre réalité. Et enfin, la troisième technique, c'est peut-être la plus facile, c'est celle de la projection cette fois, c'est la projection des images lumineuses, c'est comment on est arrivé à projeter, parce que vous avez déjà tous vu dans une salle de cinéma les petites images derrière vous qui sont toutes petites. C'est vraiment tout ce problème d'une projection de qualité, donc nette et lumineuse, et plus que grandeur nature sur un écran dans une salle obscure. Vous allez voir qu'au fond, finalement, tout ça, c'est pas apparu si naturellement, et qu'il était impossible que les Frères Lumière ou d'autres inventent ça comme ça. C'est vraiment tout un long cheminement, et ce long cheminement, il faut partir même de la préhistoire tout court. Vous avez l'image des grottes de Lascaux, 13 000 avant Jésus-Christ. Alors les trois suivantes sont aussi très anciennes, le Moyen-Âge, c'est la plus récente pour la tapisserie d'Indé, puis les autres toujours à peu près 3 siècles avant Jésus-Christ, mais je ne m'attarde pas sur ce qu'elles représentent ni sur les époques desquelles elles viennent, parce que c'est pas ça l'important. Vous voyez qu'elles sont très anciennes, qu'elles sont en fait très très différentes, toutes ces images ne représentent pas la même chose, ne sont pas faites sur les mêmes matières, mais elles ont juste un seul point commun, et ça vous allez me dire assez facilement quel est ce point commun par rapport à tout ce qu'on vient déjà de dire sur le cinéma. Les premières images. Les premières images. Oui, c'est les premières images, mais surtout les mouvements. Non, pas sur toutes, hein. C'est vraiment un point commun sur les quatre. Et le seul point commun, c'est les mouvements. Hein, les personnages ne sont jamais représentés en position fixe. Il y a toujours du mouvement et ça montre qu'au fond, dès les origines, il y a cette volonté de
représenter la réalité donc, de ces deux plus grandes caractéristiques, c'est bien notre capacité de mouvement. Et au fond, si on regarde les deux images du milieu, la fresque débuteur, qui est une fresque égyptienne ou la tapisserie de Bayeux, on a quand même l'impression qu'il y a un mouvement. Ça ressemble plus à la bande dessinée qu'au cinéma, mais on a vraiment l'impression qu'il se passe quelque chose entre la première et la dernière case. Bon, il va falloir attendre des siècles et des siècles pour vraiment représenter ce mouvement. Alors, passé, on va dire, cette introduction, on va se retrouver cette fois il y a à peu près 3 siècles. À cette époque-là, on a un développement très important de ce qu'on a appelé les cabinets de curiosité, donc ces collections de riches bourgeois, mais dont un certain nombre des instruments, des objets qui sont essentiellement à cette époque-là des objets qui viennent soit du domaine scientifique, de tout ce qui est recherche d'une meilleure compréhension du monde qui nous entoure, ou par rapport toujours à ce monde qui nous entoure, beaucoup d'objets qui viennent des colonies. Et on se rend compte que quand un certain nombre d'objets dépassent très très vite, sortent de ces cabinets de curiosité et se retrouvent bien plus loin, et c'est le cas de ce qu'on appelle des instruments d'optique, qui étaient des instruments qui travaillaient deux choses. D'une part, la façon dont on voit le monde, la façon dont fonctionnent nos yeux, et d'autre part, la façon dont on peut un petit peu transformer, voire nous tromper sur cette vision du monde. Et on va essentiellement utiliser des loupes et des miroirs pour transformer un peu cette vision du monde. Alors, je vous en montre deux assez faciles. Celui-ci, je pense, on le connaît en général tous, mais on ne le connaît pas comme instrument scientifique, on le connaît comme jouet. C'est ce qu'on appelle le kaléidoscope. Donc c'est ce cylindre, et quand on regarde d'un côté du cylindre et qu'on le fait tourner, en fait, on fait tourner aussi une série de miroirs qui sont les uns derrière les autres à l'intérieur du cylindre. Et quand ils tournent, ils vont réfléchir des morceaux d'air colorés qui se trouvent dans une boîte transparente à l'autre bout du cylindre. Je pense qu'on peut le faire fonctionner, voilà. Donc ça, c'est devenu un jouet. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, au départ, ça n'est pas du tout ça. Ça se trouve dans une curiosité. Et puis très vite, ça va en sortir et ça va se retrouver notamment dans le monde forain. En tant que loisir populaire. C'est pareil pour celui-ci, qu'on appelle un zoobrascope. Et le principe du zoobrascope, au fond, vous voyez qu'il y a une image horizontale et que cette image, on la voit verticalement à travers la loupe. Alors, bon, la loupe grossit l'image, ça on l'a déjà tous observé, mais surtout pour qu'une image passe d'un plan horizontal à un plan vertical, il y a un miroir derrière. Donc ce que l'on voit dans la loupe, c'est pas l'image, mais le reflet de cette image dans le miroir. Ça, c'est aussi le principe du rétroprojecteur, c'est un principe qu'on retrouve très fréquemment. Mais vous allez voir qu'on va souvent le retrouver, ce zoobrascope, on va commencer par le retrouver dans ceci. Et ça, c'est quelque chose qu'on a énormément trouvé dans tout ce monde forain. Et pour trouver ça aussi impressionnant que ça était à l'époque, puisque très vite ça s'appelle au départ une boîte optique, ça va très vite s'appeler une boîte magique, et aujourd'hui ça n'a absolument rien de magique. Donc, pour essayer de voir en quoi c'était impressionnant, il faut peut-être un petit peu s'imaginer il y a 3 siècles. En fait, ce que l'on montrait dans ces boîtes, donc il y avait des montreurs d'images ambulantes, donc des gens dont c'était le métier, sur les fêtes foraines, dans les foires, puisqu'on est là essentiellement dans ce monde forain, il y avait des gens qui montraient des images, et les images qu'on montrait dans ces boîtes, c'était des vues typiques de certaines villes, de certains pays, et dans une époque où on ne voyage pas comme on voyage aujourd'hui, où on n'a pas non plus forcément des photos dans les magazines, ni la télé, ni le cinéma pour voir des images d'ailleurs, c'était magique de voir un paysage polaire quand on habite un pays du Sud. Ça paraît pas grand-chose, et en même temps, quand on lit les archives par rapport à tout ce monde forain qui était vraiment très très important, on se rend compte, il y a des descriptions qui sont très très colorées, qui sont même relativement drôles quand on les lit aujourd'hui, mais on se rend compte que c'était quelque chose de tout à fait impressionnant. Et à partir de là, toujours sur ce monde forain, on va tenter d'être le plus impressionnant possible, de ressembler toujours le plus possible à la réalité. Et vous voyez que, vous regardez le haut de la vitrine ici, là on a introduit une donnée nouvelle, on a introduit la perspective. Donc on n'est plus face à une image en 2 dimensions, une gravure ou un dessin, mais face à différents morceaux de carton les uns derrière les autres, qui chacun représente une partie de l'histoire. Mais ce que les gens voyaient, ce n'était pas ceci, c'était ceci, donc les boîtes étaient tout à fait fermées. Elles avaient parfois la grandeur d'une roulotte, donc c'était quand même assez impressionnant. Et les gens cherchaient autour les petits trous, un peu comme des voyeurs quand même. Et quand on regarde à travers un petit trou, on a la même impression que leur dessus, mais elle est amplifiée parce que tout est fermé et qu'on perçoit moins vite comment cette perspective nous est donnée. Ces boîtes s'appellent des peep shows. Ça s'appelle des peep shows. Ça veut dire que le terme de peep show, ça n'a rien à voir avec le contenu, mais bien avec le principe de la boîte qui est d'avoir cette boîte tout à fait fermée et d'être obligé d'avoir cette attitude un peu voyeuse pour voir ce qui se passe à l'intérieur en cherchant un petit trou. Bon, on va toujours poursuivre.
Et cette fois, on va passer de tout ce monde forain qui est vraiment à la base hein, de tous ces jeux sur l'image, de cette recherche de la transformation de l'image. Mais pour la première fois, et ça se passe dans les années 1780-1790, pour la première fois, on va fabriquer un bâtiment en dur. Donc on va fabriquer un lieu fixe où on va jouer sur les images. Ce seront les panoramas. Donc les panoramas, ce sont aussi les premiers spectacles de son et de lumière. Le principe, c'est d'avoir un bâtiment tout à fait rond. Et les spectateurs se trouvent au milieu. Donc ils ont une vue à 360 degrés, devant, derrière, sur les côtés, de ce qu'on leur raconte, de ce qui se passe autour d'eux. Alors très vite, on va introduire à ça, puisque c'est considéré comme les premiers sons et lumières, on va introduire tout ce que l'on connaît en termes d'effets sonores, en termes d'effets de lumière et en termes de scénographie. Alors on va commencer par introduire la perspective, puisqu'on a vu comment le faire ici. On va faire bouger plusieurs toiles en même temps, une toile de fond avec le décor, une toile transparente avec juste des personnages, d'autres motifs qui vont évidemment être à l'avant-plan par rapport au décor. On va introduire des effets de lumière et des effets de scénographie. Et là, il y a un personnage que vous connaissez peut-être si vous vous intéressez à la photographie. C'est Daguerre, qui avant de s'intéresser à la photographie, en fait, s'est intéressé au panorama. Et avant même de s'intéresser au panorama, c'est quelqu'un qui vient du milieu du théâtre. C'est un décorateur de théâtre. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il va vraiment introduire toutes les techniques de scénographie des décors les plus perfectionnées de l'époque. Dans son panorama, qu'il va très vite surnommer un diorama, il va d'ailleurs passer un brevet pour le diorama, et ça reste le même principe. Si vous regardez la petite image qu'il a de ce côté-ci de la vitrine, qui est en noir et blanc, c'est une image d'un diorama qui avait eu énormément de succès, qui a voyagé sur plusieurs expositions universelles, qui en fait vous donne juste une idée de tout ce que ça représentait, parce que vous voyez sur l'image que cette fois les spectateurs étaient plus au milieu du bâtiment. Donc ils n'étaient plus au centre de toute la bulle, mais ils étaient tout autour. Ils rentraient dans des petites cabines de bateau, donc tout ça était aménagé comme si c'était dans un vrai bateau. Ils regardaient à travers des hublots. Et le spectacle, c'était une toile avec un décor de mer qui bougeait au milieu du bâtiment. Il y avait de l'eau, mais de la vraie eau avec un système mécanique comme dans les piscines à vagues qui donnait du mouvement à cette eau qui venait cogner contre les vitres. Il y a des effets de lumière, évidemment. Le début du spectacle, on est sur une lumière matinale pour terminer sur une lumière de fin de journée. Donc, et tout ça avec les comédiens, les bruiteurs qui derrière la toile faisaient les voix des voyageurs, les cris des mouettes, le bruit du bateau, etc. Donc il faut vraiment imaginer qu'on déploie en fait tout ce que l'on connaît pour donner cette impression d'un spectacle total et pour faire sortir les gens de leur propre vie et rentrer dans une histoire. Le panorama, on verra plus tard qu'il y a d'autres instruments qui paraissent beaucoup plus perfectionnés aujourd'hui, qui n'existent plus, qui étaient peut-être trop proches du cinéma. C'est peut-être une des raisons. Alors que ceci, ça existe encore, mais bon, sous des formes plus sophistiquées, et c'est notamment le cas de la Géode à Paris, ou c'est le cas du Futuroscope de Poitiers. On est toujours dans le même principe. On est dans le principe d'être vraiment dans une bulle et d'avoir un spectacle qui englobe complètement les spectateurs. Pour les effets de lumière, là on va juste regarder un petit peu cette vitrine-ci. Les effets de lumière dans les panoramas, c'est pas du tout de cette époque-là et c'est pas non plus de l'époque actuelle. On va chercher dans la Renaissance, qui est vraiment une autre période où on a beaucoup travaillé l'image et les jeux sur l'image. Et dans cette période-là, on va chercher un instrument qui est celui-ci, qu'on appelle un polyorama panoptique. Et où le principe, au fond, c'était d'avoir une boîte, vous voyez, il y a deux volets sur cette boîte et il y a une image dedans. Alors les deux volets, ils ne sont jamais ouverts en même temps, c'est-à-dire que l'image n'est jamais éclairée par les deux entrées dans la boîte. Si c'est le volet du haut de la boîte qui est ouvert, ben, l'image sera éclairée avec une lumière qui vient du haut, donc une lumière comme si on était en plein jour, comme si c'était la lumière du soleil. Quand c'est le volet du haut qui est fermé, c'est le volet derrière qui est ouvert, donc l'image est éclairée par derrière. Ça veut dire que la lumière ne passe pas, sauf si on fait des petits trous dans ces images, des petits trous qui représentent en général la vitrine ne fonctionne plus, donc, mais on voyait les étoiles, les lampadaires, les lumières à l'intérieur des maisons, donc tout autre type de lumière que la lumière naturelle du soleil. Ça, c'est une façon de faire. On va aussi rechercher le principe des lithophanies, qui est aussi un principe qui date de la Renaissance, où là, l'image est toujours éclairée par derrière, et en fait, cette image est taillée dans une matière. Donc on voit que lorsqu'elle est très épaisse, la lumière passera moins, lorsqu'elle est très fine, la lumière passera plus, et ça donne aussi des perceptions différentes de l'image. Donc on va rechercher tout ça, et au fond, ce sont toujours les mêmes images, mais elles sont éclairées d'endroits différents. Dès les panoramas, on a déjà ce que l'on a évidemment de façon beaucoup plus perfectionnée, par exemple dans la géode, c'est-à-dire qu'en fait,
tout le panorama est tapissé de sources de lumière. Mais on joue avec ces lumières, elles ne sont pas allumées en même temps et ça donne des images qui reflètent des atmosphères tout à fait différentes. Alors, on va poursuivre et avec cette vitrine-ci, on retrouve un peu la définition de tout à l'heure. Je ne sais pas si quelqu'un sait encore me donner les 3 techniques comme je les avais données. Donc avec le mouvement et l'image avec... Ouais, on parlait du mouvement, on parlait de l'image avant, de la prise de vue, puis on a terminé sur la projection. Et donc, voilà, c'était l'analyse du mouvement, c'était la prise de vue, c'était le mouvement, la synthèse du mouvement et enfin la projection. Et comme on le donne là, c'est vraiment tout à fait logique, on passe de la prise de vue jusqu'à la projection dans une salle obscure. Et pourtant, on peut dire que les premières traces de cinéma, donc en fait de ce qui commence un peu à ressembler le plus à au moins une des trois techniques du cinéma, mais ça fonctionne dans le sens inverse, puisque ça concerne la projection d'images. Et bon, c'est quelque chose que vous connaissez bien, ce sont les ombres chinoises qui apparaissent il y a 1000 ans. Donc on situe leur apparition plus ou moins vers l'an 1000, en tout cas leur apparition en tant que spectacle, parce que évidemment toutes les observations sur les effets de la lumière ou sur les rapports entre l'ombre et la lumière, ça aussi, il suffit de repenser au mythe de la caverne de Platon ou à d'autres, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dès presque les origines. Mais vers l'an 1000, en Inde et en Chine, on utilise les ombres chinoises pour faire des spectacles. Alors bon, le principe est simple, il s'agit de faire bouger des motifs ou d'autres personnages devant une source lumineuse de façon à projeter les ombres sur un écran. Et donc ici, vous avez tous bien compris où se trouvent les images qui bougent. Elles sont derrière. Voilà. Les ombres chinoises, donc je vous l'ai dit, vers l'an 1000, elles apparaissent en Asie. Et ce qui est un peu étonnant, c'est qu'en Europe, on ne va pas en faire des spectacles avant les années 1800. Donc il y a 8 siècles de décalage entre l'Asie et l'Europe. On ne les utilise pas. On ne fait pas de spectacles d'ombres chinoises. Quand elles apparaissent vers 1800, en Europe, on en fait énormément, notamment à Paris, notamment au Moulin Rouge, et notamment avec un personnage qu'on connaît beaucoup plus pour les crayons de couleur pour ces spectacles d'ombres chinoises qui a 40 H. Mais avant ça, il n'y a rien. Il n'y a rien chez nous, mais on va au fond fabriquer autre chose qui ressemble peut-être plus au cinéma et qui est exactement l'inverse des ombres chinoises, puisque les ombres chinoises, il s'agit de projeter des ombres dans un milieu éclairé. En Europe, on va commencer plutôt à partir du Moyen-Âge à faire des spectacles de caméra obscura, de chambre obscure, donc des spectacles de silhouettes lumineuses en milieu obscur. Donc c'est le contraire et au fond ça ressemble peut-être un peu plus au cinéma. Vers le XIIIe siècle, chez nous, en Europe, on va utiliser cette chambre obscure pour faire des spectacles. Alors, en fait, au fond, si on la regarde là au-dessus, vous connaissez quand même tous le principe. Donc ça, c'est une planche de Diderot et d'Alembert qui reprend vraiment le principe de la chambre obscure, avec donc cette chambre où il fait tout noir, avec la lumière à l'extérieur, avec la petite ouverture, le sténopé, comme on pourrait dire, si on reprend l'analogie avec la prise de vue, et ce personnage qui est à l'extérieur et ces lignes droites, vous savez tous ce qu'elles représentent. Ces lignes droites, elles représentent simplement la trajectoire de la lumière, et la lumière se propage en ligne droite, ça vous le savez tous. C'est pour ça que les rayons se croisent lors du passage dans l'ouverture et qu'il y a cette image qui est inversée de l'autre côté. Bon alors, en fait, on va commencer par utiliser cette chambre obscure pour observer les éclipses lumineuses au XIIIe siècle. C'était d'ailleurs relativement laborieux puisqu'on savait déjà qu'observer une éclipse lumineuse sans se protéger les yeux, ça brûle. Et donc on fabriquait des énormes chambres obscures, enfin suffisamment énormes en tout cas pour que plusieurs personnes puissent rentrer dedans. Et il faisait en sorte que la petite ouverture se trouve juste face à l'éclipse. Et donc ça permettait de regarder le reflet de cette éclipse à l'intérieur. C'était à l'envers, mais à l'envers ou à l'endroit, ça change pas grand-chose. Une éclipse, ça change même rien du tout. Alors ça, c'est une première utilisation. Et puis très vite, bien que c'est quand même la Renaissance, le XVIe siècle, cette fois en Italie, avec un personnage qui s'appelle Giovanni della Porta, lui va vraiment utiliser cette chambre obscure pour raconter des histoires. Et donc toujours le même principe, on fabrique une grande chambre obscure. Les gens rentrent à l'intérieur, regardent le mur qui fait face à celui où il y a la petite ouverture, l'ouverture est derrière eux. À l'extérieur, en pleine lumière, des comédiens jouent vraiment toute une histoire. Et cette histoire se propage ou rentre à l'intérieur, si vous voulez, la lumière dans laquelle ces personnages se retrouvent rentre à l'intérieur de la chambre obscure et ça donne une histoire à l'envers.
On se reporte aux fameuses brascopes, la deuxième et la troisième vitrine. C'est exactement le même principe. On va placer plusieurs miroirs du côté de l'ouverture et ces miroirs pour redresser l'image pour qu'elle soit projetée à l'endroit. Dans un deuxième temps, on va travailler avec les loupes. Les loupes, ça va plutôt être, c'est un instrument pour projeter cette image et pour plutôt régler tous les problèmes de netteté par rapport à cette image. 16e siècle, donc à partir de là, quand même, on a fait un pas parce qu'on commence à projeter les images et surtout à projeter des images lumineuses, ce qui était quand même autre chose par rapport aux ombres. Alors on poursuit et très vite, plus autour de la fin du XVIe et du XVIIe, au XVIIe siècle, on met au point les fameuses lanternes magiques, qui sont tout à fait les précurseurs d'appareils diapositifs. Donc ce sont des lanternes. Donc en dévissant la petite tête de lion là, on a à l'intérieur une mèche qui trempe dans de l'huile. On l'allume, on la referme, on a donc un maximum de lumière dans cette boule. Elle est d'ailleurs tapissée d'un miroir concave, ce qui permet vraiment de condenser cette lumière dedans. Vous voyez le morceau de bois, c'est un passe-vue. Dans ce morceau de bois, on intégrait des vues, des images peintes sur du verre, images transparentes, c'est toujours le même principe, et on les projette avec un système d'objectifs, donc avec un système de loupes successives qui agrandissent, qui permettent d'agrandir ces images tout en veillant à garder une forme de netteté. Ces lanternes magiques, elles vont avoir, et c'est souvent le cas dans toute cette préhistoire du cinéma, une première utilisation tout à fait... ça servait en fait pour illustrer des cours, des conférences, c'était un genre d'illustration plutôt de discours. Et puis dans un deuxième temps, on utilise cet instrument pour faire de la fiction, pour raconter des histoires, pour faire du spectacle. Et un des personnages les plus importants dans toute cette deuxième utilisation d'un lanterne magique, c'est Robertson, qui est un Liégeois d'origine et qui va vraiment faire énormément de spectacles, notamment sur Bruxelles et sur Paris, qui va avoir beaucoup de succès. Et ces spectacles, eux, ont été considérés comme, en tout cas, parmi les premiers spectacles d'horreur. Ça s'appelait des fantasmagories. Et pour faire ça, en fait, il avait placé sa lanterne magique, qu'il appelle un fantascope, sur un chariot. On voyait qu'il y a des rails au sol qui lui permettaient en fait d'avancer ou de reculer derrière un écran, et son public se trouvait de l'autre côté. Alors évidemment, plus il avançait, plus il donnait l'impression au spectateur que ces personnages étaient des monstres, des sorcières, enfin tout ça vous pouvez imaginer, avançait vers les spectateurs, ou évidemment sans reculer. Donc ça, c'était un mouvement perpendiculaire, et c'est la première fois qu'on commence à bouger perpendiculairement, mais aussi parallèlement, puisqu'il avait mis au point toute une série d'effets spéciaux. Là, on va en voir un parmi les plus simples. Donc cette fois, vous imaginez que le public n'est plus là, mais il se trouve ici. Et tout ce qui se passe derrière l'écran, c'est ceci. Alors là, vous voyez qu'en fait, il avait multiplié un motif, puisqu'on a là une seule tête de squelette par le nombre de lumières qu'il fait bouger derrière cette tête de squelette, et ça lui en donne évidemment le même nombre de l'autre côté. Donc il associe ces mouvements perpendiculaires, ces mouvements parallèles, des effets spéciaux. Tout ça est accompagné d'effets sonores et de tout ce que vous pouvez aussi imaginer, des voix sépulcrales, des coups de tonnerre, etc. Et puis au fond, si Robertson est vraiment resté dans cette préhistoire du cinéma, parce que des gens comme ça, il y en a énormément. Le monde forain est un milieu qui est beaucoup plus développé qu'aujourd'hui. Donc si c'était seulement une question d'imagination, de spectacle avec des tas de choses dedans, peut-être qu'il n'aurait pas tenu. S'il est resté aussi important, c'est qu'il a associé à toute cette imagination débordante aussi des avancées techniques, et notamment deux qui sont très importantes et qui paraissent relativement simples, mais au fond, comme ce ne sont pas les images qui bougent, c'est le projectionniste qui bouge derrière l'écran, en bougeant tout le temps derrière l'écran, il va amplifier deux problèmes qu'on a déjà par exemple quand on change les diapositives, il va avoir d'énormes problèmes de netteté de l'image, et pareil pour la luminosité. Donc il est vraiment obligé de faire une série d'avancées techniques sur ces deux points-là, sinon il ne peut pas faire ces fantasmagories. Et c'est lui qui va mettre au point, ouais, c'est le cas de le dire, c'est lui qui va mettre au point le phénomène, le principe de la mise au point, celui qu'on a encore sur tout appareil, qui est en fait assez simple. Il va multiplier plusieurs loupes, en général 3 loupes ou 3 groupes de loupes de lentilles, comme on les appelle. 2 restent toujours fixes, et une troisième bouge constamment en fonction de son mouvement à lui par rapport à l'écran pour chercher l'endroit où l'image est nette. Et quand vous réglez la netteté sur votre appareil photo, jumelles, etc., vous faites exactement la même chose. Par rapport à la luminosité, sur sa lanterne magique, il place ce qu'il appelle un œil de chat. C'est un diaphragme. C'est un diaphragme qui s'ouvre un maximum quand il n'y a pas beaucoup de lumière et qui se referme quand il y en a trop, donc qui ajuste toujours son ouverture par rapport à la lumière disponible. Alors ça s'appelle un œil,
Parce qu'on raconte, et on ne sait pas si c'est vrai, mais on raconte qu'en fait il s'est observé dans le miroir, il a allumé et éteint la lumière plusieurs fois, il a observé sa pupille et il a en fait transposé exactement le même principe sur sa lanterne magique. Ce diaphragme en eau de chat, on l'a encore aussi, notamment sur l'appareil photo. Si vous faites une photo dans un lieu sombre, sans flash, ça va prendre du temps. C'est vraiment le temps de cette ouverture maximale. Si vous faites la même photo et qu'il y a beaucoup de lumière, ça va être beaucoup plus rapide puisqu'on doit aller vite et le diaphragme est très peu ouvert. Donc ça, c'est deux avancées techniques qui vont permettre à Robertson de déployer toute son imagination et qui vont lui permettre aussi de rester un des personnages importants dans cette préhistoire du cinéma. Donc on va évidemment très vite faire des images qui bougent d'elles-mêmes avec des principes très très simples. Le premier, c'est d'avoir deux images complémentaires. Par exemple, le bâtiment d'un moulin et puis presque contre cette première image complémentaire, cette première image qui ne bouge pas, une deuxième image complémentaire, les ailes du moulin qu'on va faire bouger avec une petite manivelle comme on en voit dans cette vitrine-ci. Deux images, puis l'autre principe, c'est d'avoir une seule image, une image multiforme, donc qui représente les différentes étapes d'un même mouvement, mais on ne les montre pas en même temps puisqu'on en cache chaque fois une partie. Et donc vous retrouvez dans cette vitrine, on retrouve en haut à gauche le kaléidoscope de tout à l'heure. En dessous du kaléidoscope, ça va très très lentement, mais c'est donc une image qui fonctionne avec deux images. Une image qui ne bouge pas du tout, le décor et le cheval, et il y a juste la tête qu'on fait bouger avec la manivelle. C'est le même principe pour la fontaine là au-dessus, où la fontaine ne bouge pas, mais on fait bouger derrière une plaque avec juste des petits points, ce qui donne l'impression du mouvement dans l'eau. Et puis par contre, l'équilibriste, ça c'est la deuxième technique, puisque c'est une image multiforme. Vous voyez bien qu'il a 4 jambes et 4 bras, et que chaque fois on en cache une partie. Ça va très très lentement là, mais dans les spectacles de lanterne magique, on a jusqu'à une dizaine d'images projetées en même temps, avec des principes de fondu entre ces images, de ralenti, d'accéléré, tout ça accompagné d'effets sonores. Donc ce sont en fait des spectacles beaucoup plus impressionnants que ce qu'on voit ici, et beaucoup plus impressionnants que ce qu'on en a gardé comme souvenir dans tout ce qu'on en a fait, alors qu'aujourd'hui on vit tout à fait autre chose. Alors, tout ce qu'on vient de voir, on est passé un peu du monde forain, puis on est passé de tout ce qui était plus de l'ordre de la projection. Maintenant, on va s'arrêter sur la deuxième technique de tout à l'heure, sur ce qu'on appelle la synthèse du mouvement. Donc le moment où on va vraiment, finalement, recréer ce mouvement. Et tout ça, c'est parti d'une théorie qui a rien à voir avec le cinéma, en fait. C'est la théorie des couleurs de Newton. Donc Newton avait montré que lorsque l'on mélange les 3 couleurs primaires et les 3 couleurs secondaires, les 6 couleurs principales, on va dire, on obtient du blanc. Qui n'est donc pas une couleur, mais la synthèse de ces 6 couleurs principales. Mais on les a représentées plus ou moins ici, dans des proportions variables, puisque les couleurs n'ont pas la même intensité. Vous allez voir qu'on n'a d'ailleurs pas tout à fait bien dosé nos couleurs. Mais quand même, si vous regardez tous ce prisme, je vais le faire tourner petit à petit, et vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, vous avez une illusion d'optique, vous avez l'impression que les couleurs sont mélangées. Vous les voyez plus du tout séparées, vous voyez un espèce de blanc un peu cassé. Bon, c'est une illusion d'optique, vous continuez à regarder le prisme, vous allez voir que lorsqu'il va progressivement s'arrêter, on va retrouver ces images bien séparées. Voilà. Alors, pour avoir cette illusion d'optique, il y a deux choses. La première, c'est facile, la vitesse, évidemment. Il va falloir faire tourner le prisme à une certaine vitesse. Et la deuxième, c'est facile aussi, mais ça a moins l'air a priori. C'est ce qu'on appelle la persistance rétinienne. Donc on va dire, pour commencer, on va dire les choses plus simplement qu'elles le sont, on va dire que c'est un peu comme si votre œil avait une mémoire. C'est d'ailleurs une mémoire que vous avez déjà tous explorée au moins une fois, c'est-à-dire en regardant le soleil ou une autre lumière forte. Vous ne regardez pas trop longtemps, parce que ça fait un peu mal, donc vous fermez les yeux, vos paupières sont closes, donc vous ne voyez plus rien. Mais vous avez quand même encore l'impression de voir une tache de lumière, des couleurs. Ça c'est la persistance rétinienne, vos paupières sont closes, vous ne voyez plus rien et pourtant persiste l'image du soleil. Bon, ça c'est vraiment l'exemple le plus marquant, mais ici c'est exactement le même principe. Lorsque vous étiez en train de voir le jaune, lorsque c'était le jaune qui passait devant vous, mais vous aviez gardé en mémoire les 5 autres couleurs. Ces 5 couleurs gardées en mémoire plus la 6e, ça donne le blanc. Alors, c'est exactement, on va en refaire quand même une, c'est exactement pareil avec ceci, donc on a la moitié d'une forme, et lorsqu'on le fait tourner assez vite, on a une forme entière. C'est toujours une illusion d'optique, ce qui n'a jamais eu de forme entière, mais lorsque vous avez réellement vu la demi-forme là, de droite, de quoi vous vous souveniez? Les traits. De la demi-forme de gauche. Voilà, que vous avez tout juste vu un instant avant. Donc voilà, on va en rester là pour le principe. Ici, vous avez une de ces utilisations les plus connues, parce que très très vite, comme on a déjà vu par rapport à d'autres instruments, très très vite ça se retrouve dans le domaine des loisirs.
Et on va fabriquer ces fameux tomatrocs qui sont très faciles à fabriquer puisque vous prenez un morceau de carton rond et vous mettez de chaque côté exactement une image complémentaire à l'autre. Donc d'un côté un bocal, de l'autre côté un poisson. Ben, quand vous les faites tourner assez vite, on a l'impression de les voir en même temps. On peut peut-être... Enfin, on est en train de poursuivre la persistance rétinienne, donc peut-être ceux qui n'ont pas tout à fait cerné le principe, c'est exactement la même chose ici. Celui d'en haut, il ne fonctionne pas, il est complètement bloqué, mais celui d'en bas, oui. Donc on a un arbre d'un côté, on a les feuilles de l'autre, on ne peut pas les voir en même temps, c'est impossible puisqu'ils sont de part et d'autre d'un même morceau de carton, mais lorsqu'on fait tourner assez vite le prisme, on a cette impression de voir les feuilles sur l'arbre. Donc de voir les deux images en même temps. C'est toujours une illusion d'optique. Quand vous avez vu les feuilles, de quoi vous vous souvenez? Voilà, il y en a encore un plus joli, le petit violoniste. Donc toujours ce même principe. C'est toujours ce même principe d'une superposition en fait d'une image dont on se souvient à une image réelle. Ce principe de la persistance rétinienne, il est à la base du cinéma. Sans la persistance rétinienne, il n'y a pas de cinéma. En tout cas, il n'y a pas de cinéma comme on l'a développé et comme on le connaît aujourd'hui. Je vais d'abord le faire tourner, je vous dis rien, et puis on va l'arrêter et on va un peu mieux comprendre comment ça marche. Vous devez chercher l'endroit où vous voyez bien, et par exemple moi ici, je vois très très bien. Voilà. Pas trop près, une diagonale. Oui, on a l'impression que la première image, donc on voit d'abord une jeune femme. Voilà. Et cette jeune femme, son visage grossit un peu et se transforme. Ah ouais. En sorcière. Ouais. Vous avez une avant. C'est pas mal. Donc ce qui se passe, c'est assez simple. Donc vous avez dû chacun chercher l'endroit où vous étiez face à une fente, vous n'avez pas bougé. Et donc là, vous êtes face à une fente, vous voyez l'image. Puis le phénakistiscope tourne, ici il fait tout noir, vous voyez rien, mais de quoi vous vous souvenez? De l'image précédente. Vous vous en souvenez encore quand vous voyez la suivante. Et donc vous superposez une image dont vous vous souvenez à la suivante, et il y a un léger décalage entre ces deux images. Et c'est ce léger décalage qui vous donne l'impression du mouvement. Et le cinéma, comme je vous l'ai dit, c'est tout à fait dans la continuité de ceci. Donc vous m'avez dit tout à l'heure, mais c'était à la prise de vue, que lorsque l'on filme, on prend 24 images en 1 seconde. À la projection maintenant, chaque ouverture, c'est chacune des 24 images. Dans les premiers phénakistiscopes et dans les premiers films aussi d'ailleurs, on est souvent à 16 images qui est en fait le minimum par seconde pour avoir un mouvement qui ne soit pas un mouvement tout à fait décomposé. Mais on est tout le temps maintenant à 24. Alors, 24 images et à la projection, toutes séparées par ce moment noir. C'est très très important. Si on le refait fonctionner et que vous le regardez à travers les ouvertures, vous le regardez ensuite uniquement dans le miroir, ben vous voyez là uniquement dans le miroir ce qu'on aurait au cinéma si on n'avait que 24 images par seconde. Donc, on se rend compte de l'importance de ce moment noir. Parce qu'en fait là, on ne voit pas réellement le mouvement. On le connaît puisqu'on a commencé par le voir, mais il y a une confusion, les images sont mêlées, il y a quelque chose de très flou. En fait, on ne voit pas réellement le mouvement. Alors ça c'est le phénakistiscope, très très vite. Là, on va l'améliorer avec les outroses. Alors, je ne vais pas continuer juste ici, c'est toujours exactement le même principe, sauf que c'est plus simple, puisqu'on n'a plus le miroir. Ça se situe vers les années 1888, jusque dans les années début des années 1860. Donc, on n'est pas loin de 1895, donc on n'est pas loin du cinématographe des frères Lumière. Alors, il y a quand même déjà une toute grande avancée par rapport aux 3 instruments qu'on vient de voir. Là, vous voyez, donc on retrouve le praxinoscope, et puis vous voyez surtout ces 2 bobines. Il y a une bobine débitrice et une bobine réceptrice. Et ça lui permet de vraiment faire défiler ce qu'on pourrait quasiment appeler un film, ou plus exactement un dessin animé. Et ça va lui permettre de raconter une histoire, ce qui est au fond tout à fait différent de ce qu'on vient de voir. Ce qu'on vient de voir, ce n'était pas des histoires, c'était un mouvement qu'on vous montrait. Ici, on va raconter une histoire, et ce principe, puisque donc, le grand praxinoscope, puis vous avez vu que ces images sont toutes séparées par enchâssées dans du carton, et à chaque fois une perforation entre chacune d'elles, et ça permet à chaque fois qu'elle s'engrève dans les copies qu'on trouve sur cette roue. Alors ça va lui permettre aussi d'innover en termes de langage cinématographique, puisque ça va lui permettre de faire des images en accéléré, en ralenti, de faire des arrêts sur l'image. Donc ça, c'est quand même déjà aussi une nouvelle avancée. Alors, on va le faire fonctionner. Donc là, vous voyez comment fonctionne la machine. Et puis là, derrière vous, parce que vous voyez que les objectifs sont là, vous avez ce que ça représente.
images ont défilé là. Hein. On les a reprises ici par un premier miroir, qui les a reprises donc chaque fois que le mouvement passait d'un miroir à l'autre ici, ça s'est reflété dans le miroir. Un système d'objectif, donc toujours un système de lentilles de loupe, qui les projette sur le miroir qui est là, qui les a reprojetés sur l'image, superposées à une image fixe. Voilà. Alors, Reynaud, en fait, va donner énormément de ses spectacles au musée Grévin. Essentiellement, on sait qu'il a été employé de 1888 à l'année 1996. Alors, ça, c'est important et en même temps, c'est un... Voilà. En fait, ça avait énormément de succès. Et c'est un des premiers qui a vraiment eu une production de films très très importante qui était en fait des dessins animés. Le dessin animé est antérieur au cinéma simplement parce que c'était plus facile de dessiner sur du verre, à l'époque c'est du verre, que de faire de la photographie qui n'était pas encore suffisamment aboutie. Alors, on va voir d'ailleurs tout de suite que c'était les derniers développements à faire concernant la photographie. Alors il a énormément de succès, il fabrique énormément d'instruments, il fabrique énormément de films lui-même qui sont restés connus, et puis pourtant Charles-Émile Reynaud, c'est pas un nom qu'on connaît, dont on entend aussi souvent que par exemple Edison, Marais ou les frères Lumière. Pourtant il est tout aussi important. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que dès 1895, le cinématographe existe, les gens vont au cinématographe, et bien qu'il ait fait ça le comble pendant entre 5 et 10 ans avant, 1826, il n'y a plus personne qui va voir ceci, le théâtre optique. Relativement étonnant, puisque je vous avais dit tout à l'heure que par exemple le panorama, ça continue à très bien fonctionner. Bon, ben, c'était sans doute trop proche du cinéma, il y a différentes explications. En tout cas, les choses de la vie étaient déjà celles d'aujourd'hui. Comme il ne ramène plus d'argent au musée Grévin, il perd son emploi. Et on sait qu'il a terminé sa vie non seulement assez misérable, mais assez désespéré quand même, et il a jeté quasiment... on estime à au moins 3/4 de sa production, film et appareil, dans la Seine. Alors, aujourd'hui, non pas qu'on fouillait les fonds de la Seine, mais c'est plutôt par l'archivage et en retrouvant quand même certains instruments. Ici, on en a 2, je crois, originaux. On se rend compte vraiment de l'importance qu'il avait. Et son destin, en fait, est assez proche d'un autre personnage que vous connaissez aussi, qui lui fait partie de la première période du cinéma, qui est Méliès, qui lui aussi est quelqu'un qui a beaucoup innové, et notamment en termes d'effets spéciaux. C'était vraiment, souvent on en parle un peu en opposition par rapport à Edison et aux frères Lumière, qui était plus proche d'une forme de documentaire, bien peu, sous des classifications un peu simples, mais c'était tout à fait le cinéma à effet fantastique, onirique et tout ça. Méliès aussi a terminé sa vie très misérablement, et il semblerait qu'il ait lui aussi quand même détruit une partie de sa création. C'est en 1816 qu'en fait Niepce a pris et conservé la première photographie. En fait, on savait depuis longtemps que les chlorures d'argent étaient sensibles à la lumière, mais en général on perdait ces images, on n'arrivait pas à bien les conserver. Il va y parvenir en 1816, mais sa photo, qui est une vue sur les toits à Châlons, elle a nécessité 8 heures de pause. Alors vous imaginez, pour le cinéma on a besoin de 24 images en une seconde, là il lui en faut une en 8 heures, évidemment c'est tout à fait impossible. Et en fait Niepce, c'est là où on retrouve aussi Daguerre, puisque Daguerre est quand même important aussi dans l'histoire de la photographie. Niepce ne s'intéresse pas à la photo. Et en fait, c'est un peu une forme de découverte par hasard. C'est arrivé à d'autres. C'est ça qui est rigolo aussi dans toute cette aventure, c'est qu'il y a des gens qui savent très très bien ce qu'ils veulent depuis longtemps. Il y en a d'autres qui font des découvertes plus par hasard. C'est son cas. Lui, ce qui l'intéresse, c'est plutôt la gravure ou la lithographie. Mais par contre, Daguerre va très très vite percevoir l'importance de cette découverte. Alors il va faire signer, et c'est là où il est peut-être... pas très sympa, il va faire signer à Niepce un contrat duquel Niepce ne tirera aucun intérêt, mais lui il va tirer tous les intérêts économiques d'une découverte qu'ils vont faire ensemble. On dit que c'est surtout d'ailleurs Niepce qui l'avait faite, ce sont ces fameux daguerréotypes, donc ça se passe vers les années 1830. C'était ces plaques de cuir devant lesquelles les gens posaient 20 minutes, c'est encore beaucoup, mais c'est rien par rapport aux 8 premières heures. Ces plaques étaient longuement préparées avant dans des bains d'argent, étaient ensuite fixées longtemps après dans du mercure et redessinées souvent. N'empêche que ce sont quand même des premières photos positives. Positives, puisque on n'est pas encore, ça arrivera très vite après avec Fox Talbot, on n'est pas encore dans ce principe des négatifs à partir duquel on tire tous les positifs que l'on veut. Ça arrive très vite après, et au fond on va s'arrêter juste à 3 découvertes qui nous intéressent par rapport à la photo et par rapport au cinéma. Ça se passe dans les années 1878-79 et 1888, et si je vous donne les dates, c'est juste pour réaliser la proximité avec 1895, et donc avec le cinématographe de la lumière. Alors la première, c'est ce système
d'impression des images qu'on appelle le gélatino-brûlure. Ça veut dire que ces photos, ces images n'ont besoin que de quelques fragments de temps d'exposition. Ça, c'était primordial pour le cinéma. La deuxième, c'est de ne plus faire ces photos sur des morceaux de papier, de plastique, de plastique il n'y en avait pas encore à l'époque, mais bien que de verre, de carton, mais d'utiliser une forme de plastique quand même, c'est-à-dire ce support de cellulose comme on le connaît aujourd'hui. Ça n'a pas changé non plus. Hein, ça, c'est 1889. Enfin, c'est 1888, dernière cette fois, dernière découverte importante pour le cinéma. On ne va plus fonctionner avec des petits morceaux isolés, mais avec des bandes, des films. Et donc, dès 1889, on a, pour la photo, des films, en fait, comme on les connaît aujourd'hui, même matière, même rouleau, et même temps d'exposition très très bref. Donc là, vous allez voir que ça va aller quand même assez vite. Et un des personnages importants qui va quand même aussi préparer l'avènement de l'appareil des Frères Lumière, c'est Marais, Jules-Étienne Marais, qui lui non plus ne s'intéresse pas au cinéma, il s'intéresse à l'analyse des mouvements. Et il met au point ce qu'on appelle la chronographie, qu'on utilise encore d'ailleurs, notamment dans les hôpitaux. Alors pour mettre au point ça, en fait, il a voulu analyser le mouvement du cheval lors de son galop. Il avait placé en dessous de chaque sabot des ampoules pneumatiques en caoutchouc, et ces ampoules étaient reliées par des fils, ça on les voit bien sur l'image, à un stylet, un crayon, si vous voulez, que le cavalier tenait en main. Et donc chaque fois que le cheval appuyait une batte sur le sol, il induisait un mouvement via la compression de cette ampoule sur le stylet, et tout ça a été reproduit sur un cylindre de papier. Et donc il va vraiment avoir l'analyse du mouvement de ce cheval, et là il va un peu révolutionner son temps, puisqu'il va montrer, ça se passe dans les années 1860, il va montrer que le cheval, lors de son galop, n'a jamais les 4 jambes en l'air. Et c'est pas tellement le fait qu'il ait jamais les 4 jambes en l'air qui va être très difficile à, on va dire, encaisser à l'époque, mais c'est simplement le fait qu'on a l'impression qu'il a les 4 jambes en l'air. Et donc ça nous montre que notre vision, jusqu'à un certain point, elle nous trompe. Et ça, c'était difficile à encaisser. D'ailleurs, il suffit vraiment de se reporter à toute l'histoire de l'art et même à la toute première vitrine. Les animaux sont toujours représentés allègrement les 4 jambes en l'air. Or, on se rend compte, et c'est ce qu'on voit sur les images de Marais, c'est que passé le départ, où effectivement il y a un bref instant de lancement, il y a toujours au moins une jambe en appui sur le sol. Et une école de comportement qui existe encore aujourd'hui aux États-Unis, qui s'appelle Palo Alto, va demander à Muybridge, qui commence à être connu à l'époque, de vérifier ou d'infirmer l'hypothèse. Et Muybridge va le faire avec une expérience qui est restée plus connue encore. Il va mettre les uns derrière les autres 12 et puis 24 appareils photo, tous reliés par des fils, et le cheval de son galop, chaque fois qu'il brisera un fil, déclenchera une photo, et cette suite de photos les unes après les autres va en fait confirmer ce que Marais avait montré, c'est-à-dire que ce cheval n'a jamais les 4 jambes en l'air dans son galop, et que pourtant c'est quand même l'impression qu'on a quand on regarde. Marais et Muybridge chacun continuent leur recherche, on va s'intéresser plus à Marais, et cette fois il veut non plus analyser le mouvement du cheval, mais le vol de la mouette. Alors il va utiliser le même principe, il va attacher des fils au bout des pattes et des ailes de la mouette, et vous imaginez que la mouette ne va pas du tout avoir un mouvement naturel, et c'est là où il va devoir modifier son système et passer de la chronographie à la chronophotographie. Et pour la chronophotographie, en fait c'est la première caméra. C'est le fusil photographique de Marais. Voilà. Alors, dans la première culasse gris-clair, il y avait 2 plaques, une plaque sensible qui permettait 12 expositions et une plaque obturatrice qui chaque fois cachait 11 de ces parties d'aimant. Dans le deuxième prisme, c'est ce qu'on appelle un magasin cylindrique, donc ça lui permettait d'avoir des plaques de rechange. Donc chaque fois qu'il avait impressionné 12 fois une plaque, il la remontait et redescendait une plaque vierge. Et puis dans le canon, on avait un système d'objectifs, de lentilles qui permettent de prendre cette image et d'avoir une image plus ou moins bien nette. Voilà, alors ça, c'est une prise de 12 photos, c'est une analyse du mouvement au fond, puisqu'elles sont prises dans des temps très rapprochés. Et tout à l'heure, le vol de la mouette synthétisé, vous l'avez vu dans le zootrope. Alors, il continue ses recherches, il continue tout ça parallèlement au développement de la photo, aux 3 derniers développements importants dont je vous ai parlé, qui nous amenaient jusqu'à l'utilisation d'un film. Et il va aussi, lui, utiliser un film. Alors, pourquoi il n'est pas resté comme, entre guillemets, comme l'inventeur du cinéma, alors qu'il a inventé la caméra? Eh bien, simplement parce que son film, il manquait une chose, un détail à son film. Vous allez voir que ce n'est pas un détail inutile, son film n'était pas perforé. Donc,
voyez l'appareil de Reno, c'était à la projection et pas à la prise de vue, mais un film pas perforé, eh bien, à la prise de vue, ces photos n'étaient pas prises dans des temps réguliers, et donc parfois elles se jouxtaient un peu trop, parfois elles se superposaient, parfois les distances étaient trop grandes. Et donc, c'est pour cette raison qu'il n'a pas été considéré comme l'inventeur du cinéma, alors qu'il a vraiment mis au point la première caméra. Mais je vous l'ai dit, Marais ne s'intéresse pas au cinéma. Ce qui l'intéresse, et lui d'ailleurs, il a laissé une très très grande production, ce qui l'intéresse, c'est l'analyse du mouvement, et il a été d'ailleurs très longtemps étudié dans les écoles de kiné, etc., parce que vraiment, il y a énormément de films, il reste une grande production des films de Marais. Alors on va continuer, et on va s'arrêter cette fois ici. Parce que je vais, avant de terminer avec les Frères Lumière, on va s'arrêter sur un autre personnage qui est lui aussi très important dans cette préhistoire du cinéma et notamment dans cette dernière partie, c'est Edison, que vous connaissez sans doute tous. Donc Edison, lui, est resté très important par rapport au phonographe et à l'électricité, et évidemment, ce sont ces découvertes qui sont restées les plus importantes. Et pourtant, Edison avait une très lui, s'il y en a qui ne s'intéressent pas au cinéma, qui font quand même des découvertes importantes, s'il y en a d'autres qui arrivent par hasard, Edison est vraiment quelqu'un de tout à fait visionnaire. Dès les années 1880, donc il a mis au point l'électricité et le phonographe, et il dit déjà à ce moment-là qu'il veut réaliser des images qui bougent, qui sont en couleur, avec du son. Donc là, il y a vraiment un point de vue tout à fait visionnaire, et on sait même qu'il a dit à la fin, plutôt après avoir quand même fait ce qu'on va tout de suite voir, qu'il avait dit que bientôt les gens seraient reliés chez eux par l'électricité à des petits théâtres en bois chez eux. Donc je le dis parce que là vraiment on est dans un tout autre type de personnalité et de travail. C'est vraiment un visionnaire. Alors justement il est visionnaire, mais ce qui ne va pas chez lui, c'est qu'il ne trouve pas techniquement, il n'arrive pas à suivre ce qu'il veut réaliser. Donc on sait qu'il veut réaliser tout ça et qu'il tergiverse pas mal de temps jusqu'à 1889 où il se rend à Paris pour une exposition universelle, et à Paris il va au spectacle de Reno et il rencontre Marais. Eh bien, forcément, en rentrant, il va réaliser un appareil de prise de vue qu'on appelle le kinétographe, et vous voyez que sur ce kinétographe, la pellicule est perforée. Donc, il n'a plus du tout les mêmes problèmes que ce que Marais a. Il met au point aussi son appareil, ses studios, la Black Maria, qui étaient des studios à toit ouvrant sur un axe, donc qui lui permettait de bouger pour trouver chaque fois la lumière, la meilleure lumière. Et puis il va aussi mettre au point son appareil de projection. Et là il va y avoir un petit problème, c'est que son appareil de projection, il va le fabriquer sur le modèle d'un autre appareil qu'il avait mis au point juste avant, dont je ne vous ai pas parlé, mais qui sont en fait les fameuses boîtes rouges près de la première vitrine, ce qu'on appelle des mutoscopes, qu'il avait mis sur le marché avant de mettre au point le kinétographe. Et ces mutoscopes, en fait, partaient de ce principe-ci, des petits feuilleteurs, qui est un principe beaucoup plus ancien, qui date lui aussi de la Renaissance, donc de ces petits carnets qu'on tient dans une main, et quand on fait défiler toutes les images, on retrouve un mouvement. Alors, dans ces mutoscopes, évidemment, ce n'est pas les petits carnets, ce sont les grands rouleaux. Non, il ne pense pas. Voilà. Ça, c'est normalement. Non, tu vois rien. Ouais, je crois que c'est pas changé. Ouais. Bon, mais j'ai trouvé la technique là, pour les machines, j'ai regardé dans le cours. Il y a des C'est vrai? Oui, non, je plaisante pas. C'est pour ça que j'ai cru que c'était un On va essayer le troisième. C'est trop fort celui-là. Mais c'est celui-là? Celui-là, il est mort. Oui, j'ai vu. C'est marrant comme tout ça. Non, c'est moi, je peux faire, c'est à peu près il joue pas. Mais il manque de faire pour voir si les yeux engagent bien au bon endroit. Parce que sinon, si tu vois deux montagnes, c'est que les yeux sont pas bons. Tu vas trouver les trous, pour tout le temps. Attends, tu vas tout le temps. Comme il va l'attendre, et en attendant qu'il il se rappelle de ce qu'il a vu juste avant. Et si tu vas trop vite, lui, il a des qualités dont tu vas avoir. Si tu vas trop longtemps, il va des qualités. Ça va plus marcher.
C'est bon? Vas-y, vas-y. Ben, on va y aller. Kinétoscope, donc son appareil de projection de ses films, eh bien il va le fabriquer sur le même modèle que les mythoscopes. Donc en fait chez Edison, les gens allaient au cinéma tout seuls. C'était une boîte, et ils faisaient tourner une manivelle au début, puis après ils mettaient 5 francs, ça a toujours été payant avec Edison, et ça tournait tout seul. Donc c'était du cinéma, mais c'était du cinéma grandeur comme ça, donc ça permettait pas la même netteté de l'image, et individuelle, et pas dans cette salle obscure dont on se rend compte qu'elle a quand même beaucoup d'importance parce qu'on s'oublie dans la salle obscure. Pour rentrer dans le film, là on s'oubliait pas évidemment. Et on peut en faire payer plusieurs d'un coup. Et on peut En faire payer plusieurs Ouais, d'un en coup. plus, ouais. Mais là, ils faisaient la file, hein, ça durait moins longtemps. Et on avait, il y a des images d'archives, ben là on en a mis 4, mais il y a des images où on en voit toute une flopée, comme ça, une vingtaine, et ils sont tous derrière. Bon, voilà, c'était, au lieu d'être tous dans la même salle, ils étaient tous derrière une petite machine. Bon, quand même s'il y a des avancées très importantes, on se rend compte que de nouveau, ces détails sont des détails d'importance. C'est là où les frères Lumière font vraiment une synthèse impeccable, puisqu'on va terminer sur les frères Lumière. Ça, c'est leur appareil de prise de vue et de projection. En 1895, mais dès 1896, ils vont séparer les deux fonctions. Puisque ici, quand ils étaient à la prise de vue, évidemment, la boîte est tout à fait fermée, puisque le film est sensible. Par contre, quand c'est la projection, la boîte est ouverte et on enchâssait les films sur la petite échelle qui est au-dessus de la boîte. Très vite, on sépare les deux fonctions. Et donc en fait, les frères Lumière, si on reprend ce que je vous ai dit, c'est vraiment une synthèse impeccable des 3 techniques, analyse, synthèse, projection. L'analyse, c'était la photographie, c'était au fond un problème chimique, comment prendre des prises de vue sur le réel et comment les conserver. Ensuite, le problème de la synthèse du mouvement, c'était le problème de la meilleure compréhension, perception de la persistance rétinienne et comment l'utiliser dans le cinéma. Au fond, c'est un problème optique. Et enfin, la projection, c'est un peu un problème mécanique, c'est comment projeter. Et on a vu que c'était pas si simple, puisque c'était tout ce problème des perforations. Comment projeter, c'est encore exactement ce que l'on voit dans tous les appareils de projection, dans toutes les salles de cinéma, aussi perfectionnées qu'elles soient. Vous retrouvez toujours ceci. Donc, quand on fait bouger la petite cam avec les 3 points rouges, donc à faire rentrer les petites goupilles dans la perforation, c'est ça qui permet de passer d'une image à l'autre. Et surtout, vous voyez que nous, on ne voit pas qu'on passe d'une image à l'autre, parce que là, on voit l'image. Et puis, quand on passe d'une image à l'autre, il y a cette demi-lune noire derrière qui cache l'image. On voit du noir. Et pendant ce noir, on ne s'en rend évidemment pas compte, puisqu'on se souvient de l'image précédente. Donc, en fait, on pourrait même dire qu'il n'y a pas de mouvement au cinéma. Ce mouvement, c'est vraiment vous qui le créez, puisque vous avez entre chacune des images ce moment noir pendant lequel vous vous souvenez de l'image et que vous la superposez à la suivante et que le décalage fait le mouvement. Voilà. Alors, dès 1896, il y a eu une petite centaine de brevets, à peu près tous les mêmes, et même si les frères Lumière n'avaient pas, ils pensaient que leur découverte durait 2, 3, 4 ans, que c'était comme ça, que ça allait pas. Et c'est là où c'est un peu le même problème que Nips et Daguerre. Daguerre a vraiment eu un comportement, on pourrait dire, un peu dégueulasse, mais n'empêche qu'il avait quand même compris que c'était quelque chose d'important. Ici c'est un peu pareil, mais très très vite, dès l'année après, il y a énormément de brevets et c'est parti, quoi.
finalement 14. Donc, je ferai retirer moins 8. Alors là, je fais statistiques, je plaisante. On s'en fout. Ça ne fera plus que 349 000 et quelques. Mais nous recevons beaucoup de gens, oui. Sur d'ailleurs nos deux lieux principaux de travail, Bruxelles et Luxembourg, et Strasbourg, pardon. Mais aussi quelques-uns à Luxembourg, je vous dirai pourquoi. Et puis j'ai une casquette aussi de prof de fac. J'enseigne dans différentes universités, dont la bonne ville de Tours d'ailleurs, parenthèse. Alors ce qui m'arrive souvent, c'est de passer par Château-Thierry en train, parce que quand je vais à Strasbourg, par exemple la semaine prochaine, je fais Paris-Strasbourg et le train passe, vous l'avez compris, par Château-Thierry. Et puis j'avais été donner des conférences moi-même à Château-Thierry autrefois, il y a ça remonte une dizaine d'années, sur l'Europe. Décidément. Vous êtes ici donc à Bruxelles. Et pourtant vous êtes au Parlement européen. Je trouve pas ça bizarre. Car le Parlement européen, on l'appelle le Parlement de... De quoi? Le Parlement de Strasbourg. Et en effet, le Parlement européen, son hémicycle principal, regardez bien, se trouve à Strasbourg. Le voici. À Strasbourg. Mais en fait, les parlementaires ne vont à Strasbourg avec les fonctionnaires, avec nous, et les journalistes, qu'une semaine par mois. À Strasbourg, par exemple, la semaine prochaine. Et ils vont rester une petite semaine. Ensuite, ils reviennent travailler ici, à Bruxelles. Soit dans les réunions de commissions parlementaires, car un député appartient toujours à des commissions parlementaires spécialisées. Agriculture, affaires sociales, environnement, etc. Affaires étrangères, etc. Comme à Paris. Il y en a une vingtaine. Soit dans des réunions de groupes de travail, soit dans des réunions de groupes politiques. Car tout député appartient à des groupes politiques. Comme en France. Les députés ici ne siègent pas par nationalité, ils siègent par groupe politique. Démocrates chrétiens, socialistes, communistes, écologistes, tout ce que vous voulez. Bon, extrême droite, même, etc. Et donc, ils sont 732, car ils sont élus depuis 2004 par 25 pays. On a donc les députés ici de 25 pays. Et alors, ils viennent travailler donc 15 jours par mois à Bruxelles, et de temps en temps, mais en réalité une dizaine de jours par an seulement, les députés européens siègent en séance plénière dans leur deuxième hémicycle, celui de Bruxelles, et qui est utilisé seulement 10 jours par an pour les députés européens en formation plénière. Car la France veille bien à ce que l'essentiel du travail parlementaire se fasse à Strasbourg. C'est compliqué tout ça, parce que ça veut dire que les députés, les interprètes, les traducteurs qui les suivent, les gens comme moi qui les suivent, on va une semaine par mois à Strasbourg, puis on vient travailler ensuite à Bruxelles. C'est un peu bizarre. D'où ça peut venir le fait que le Parlement européen travaille sur deux villes, et notamment Strasbourg et Bruxelles? Pourquoi, au fond, les députés vont à Strasbourg une semaine par mois depuis 50 ans? Pardon? Ah oui, vous êtes sur la piste, parce que Strasbourg, oui. Strasbourg, dans l'histoire que ça représente? Dans l'histoire que ça représente, vos grands-parents, qu'est-ce qu'ils ont fait en général? La guerre. Eh bien voilà. Vous avez eu 3 guerres européennes entre les Français et les Allemands, dont 2 se sont transformées en guerre mondiale. À propos de quoi notamment? À propos de l'Alsace et de la Lorraine, capitale Strasbourg. Par conséquent, on s'est battu pour Strasbourg, même les Polonais se sont battus pour Strasbourg. D'ailleurs, ils ont ramassé 4 500 000 euros, bien plus que les Français. Et du coup, tout le monde trouve normal que le Parlement européen aille siéger à Strasbourg, vous savez pas moi. C'est symbolique, vous comprenez? C'est une ville symbole. C'est comme si on s'était battu à Perpignan, on se réduirait Perpignan. On s'est battu pour Strasbourg, pour ou contre. Donc, résultat des courses, le Parlement européen. Alors, c'est pas logique, bien entendu, les députés européens, ils préféraient travailler à Bruxelles, tout le mois, ne pas devoir se déplacer une semaine. Mais il y a le poids de l'histoire qui est là. Il y a le poids de l'histoire compliquée de ce pauvre continent compliqué qui n'arrive toujours pas à se donner une constitution. Et puis même, ça va encore plus loin, car le secrétariat du Parlement européen, je vous ai parlé des interprètes et des traducteurs, qui sont très nombreux, mais sont installés, tenez-vous bien, à Luxembourg. Donc, entre Strasbourg et Bruxelles. Bon, heureusement, vous me direz, c'est pas Stockholm, Perpignan et Palerme. C'est quand même des villes qui sont à 200 km l'une de l'autre.
Mais ça veut dire que l'Europe a 3 capitales. Et je peux vous dire que cette constitution, si elle n'est pas adoptée, ça ne changera rien, car elle ne fixait pas la capitale de l'Europe. Nous avons toujours 3 villes, Bruxelles, Luxembourg, Strasbourg, qui sont les capitales provisoires de l'Europe. Donc, Château-Thierry a encore ses chances pour être la capitale unique et définitive. Mais il faudrait retransporter tous les bâtiments à Château-Thierry. Et évidemment, vous avez vu l'ampleur des bâtiments. On a de la place. Vous avez de la place, certes, mais c'est des investissements immobiliers considérables. Considérables, il faut le dire. Donc, en fait, je pense que pendant longtemps, on gardera ça, sauf qu'un jour, peut-être, pas si loin que ça, Strasbourg, quand même, ça commence à devenir lourd. Je veux dire par là que les députés européens commencent à être fatigués d'aller se déplacer à Strasbourg, où les communications ne sont pas toujours faciles, dans la mesure où l'aéroport de Strasbourg a des petits problèmes. Alors, évidemment, le Parlement européen étant un Parlement international, il y a un deuxième problème qui est plus important. C'est que, vous allez le voir quand on va aller dans l'hémicycle, vous avez en face de vous là 20 cabines d'interprètes. Ça veut dire que les 732 députés, venant de 25 pays, ont le droit de s'exprimer en 20 langues différentes. Ça nous oblige à avoir une armée d'interprètes, surtout qu'il en faut 3 par cabine. Et donc, nous sommes les plus gros producteurs d'interprètes et traducteurs dans le monde. Et nos documents, y compris cette constitution, sont eux-mêmes traduits en 20 langues, et même en 22. Car l'Irlande a une deuxième langue officielle qui s'appelle comment? Le gaélique. Ouais. Et par ailleurs, l'Espagne a plusieurs langues officielles, dont le catalan, et les Catalans menacés de poser les mots. D'un autre côté, les députés sont élus au suffrage universel direct, donc ils doivent pouvoir s'exprimer dans leur langue maternelle. Il faut bien comprendre ça. Et plus le pays est petit, plus il veut défendre sa langue. Exemple type, alors on arrive à la caricature, vous allez voir une cabine maltaise, parce que les Maltais n'ont que 5 députés, mais ils voudraient s'exprimer en maltais. Elle est là. Souvent vide la cabine. Quand on a voulu faire un concours international pour recruter des interprètes en maltais, qui est une langue à base de grec, latin et arabe, donc une langue d'avenir, eh bien, il y a 6 milliards d'habitants sur la Terre. On a eu combien de candidatures? 6. Dont un Chinois et 2 Polonais. Non, je rigole là. Mais non, il y a un Breton comme 2 jours qui se cachait. Mais non, mais c'est vrai, sérieux, 6 candidats. Alors, la cabine est souvent vide. Comment voulez-vous trouver un interprète qui va traduire directement du maltais en finlandais ou en slovène? Eh bien, c'est ça le prix de la démocratie. Ah, évidemment, alors les 5 députés maltais parlent tous anglais, puisqu'il y a eu 160 ans d'occupation britannique. Ça veut dire que... Mais, malgré tout, c'est un peu normal de protéger les langues, que voulez-vous? C'est un peu normal. Alors, sachez quand même une chose, c'est qu'une fois que les députés sont sortis de séance, ils n'ont plus d'interprète avec eux. Et nous, les fonctionnaires du Parlement, ainsi que les interprètes, traducteurs, etc., quand on rentre dans nos bureaux pour travailler, il y a 2 langues qui comptent. Tout le monde travaille en 2 langues qui dominent toutes les autres. Alors, vous avez compris que c'est le hongrois et le finlandais. Eh bien non. Qu'est-ce que c'est? L'anglais. Vous avez raison, première langue. Qu'est-ce qu'a dit l'allemand? C'est pas idiot dans la mesure où les Allemands sont les plus nombreux, avec les Autrichiens, d'accord, mais c'est pas l'allemand. Ouais. C'est le français. Le français se maintient parce que ce fut, au prof, on ne peut pas dire, bien entendu, ce fut la langue diplomatique internationale avant l'anglais. Deuxio, nos 3 capitales, réfléchissez bien, Bruxelles, Luxembourg, Strasbourg, sont quand même pas situées en Chine, mais dans des régions francophones. Tertio, parce qu'il y a quand même, et je rends hommage à ça, un très beau réseau de lycées français à l'étranger et d'alliances françaises. Et je vous assure que quand je reçois là des jeunes qui viennent des Balkans, eh bien pour peu qu'ils aient fait le lycée français de Budapest ou le lycée français de Bucarest, ils parlent français comme vous pouvez voir. Donc en fait, il y a quand même un maintien de la langue française grâce à ce beau réseau de lycées français à l'étranger. Je vous le dis au passage. Très important. Alors, cela dit, l'anglais monte énormément et c'est une question de génération.
Si je rencontre un collègue, quelle que soit sa nationalité, de mon âge, plus de 50 ans, il va me parler en français. Si c'est un petit jeune, même espagnol, qui vient d'arriver, de 26 ans, il va me parler en anglais. Parce que c'est une question de génération. L'anglais est en train de monter d'une façon terrible. J'imagine évidemment que vous-même, vous apprenez quoi? L'anglais. Le chinois. Parce qu'après, ce sera le chinois. Réfléchissez quand même. Et il sera suivi, parce qu'on le sait déjà, par ensuite un démocrate chrétien allemand, qui sera mais pendant 2 ans et demi président du Parlement européen. À ne pas confondre avec le président de la Commission, Barroso, qui lui évidemment est portugais, et à ne pas confondre surtout avec le président du Conseil des ministres, qui est luxembourgeois à l'heure actuelle, mais qui change tous les 6 mois. Le Conseil des 25. Les ministres changent tous les 6 mois. Et une des grandes réformes de cette Constitution que vos parents ont rejetée très probablement, les gens font ce qu'ils veulent, dimanche dernier, et que les Néerlandais vont sans doute rejeter aujourd'hui, eh bien, un des avantages de cette Constitution, c'était peut-être le seul d'ailleurs, c'était que, au lieu d'avoir un président du Conseil des ministres qui ne dure que 6 mois, ce qui fait que le président américain se demande toujours à qui il doit téléphoner en Europe, puisque ça change tous les 6 mois, on aurait eu un président de l'Europe pour 2 ans et demi multiplié par 2 égale 5 ans. C'était ça le grand avantage de cette Constitution, c'est de doter l'Europe d'un président, non pas seulement du Parlement, de la Commission et du Conseil pour 6 mois, mais d'un président du Conseil, donc d'un super chef d'État européen, pour 5 ans. Et à ce moment-là, le reste du monde, il sait qui il doit appeler si c'est la même personne qui reste pendant 5 ans. Vous comprenez, qui préside pendant 5 ans. Le gros défaut de la construction européenne actuelle, et ça va continuer puisque si cette constitution est refusée, on va vivre sur le traité de Nice, c'est que l'Europe sera présidée tous les 6 mois par quelqu'un de différent. C'est comme si aux États-Unis, il y a 50 États fédérés. Au lieu d'avoir un président fédéral, le gouverneur de chacun des États passait à la présidence tous les 3 mois. Le reste du monde rigolerait. Le président français se dirait, tiens, aujourd'hui j'appelle qui? Le gouverneur de la Californie? Le gouverneur de l'Arkansas ou le gouverneur de la Floride? Tiens, merde, j'appelle qui là aujourd'hui? C'est pas sérieux. Il y a 50 États en plus. Ben nous on arrive à 25, on sera bientôt 27. Et ben on va continuer comme ça à faire les clowns pendant des années. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Les gens dans cette constitution n'ont vu que des problèmes sociaux, alors qu'en réalité, c'était fait uniquement, au contraire, un aménagement institutionnel pour changer les institutions. Il y a eu un malentendu immense, manque d'explication sans doute aussi. Manque de compréhension, je pense. Et d'explication. Explication parce que manifestement, y compris le chef d'État français n'a pas été capable d'expliquer ça en termes simples. Vous pensez bien que cette constitution n'a pas été faite pour fixer le nombre d'heures de travail comme les Français ou les Allemands dans 20 ans. Ridicule. Ridicule, complètement ridicule. C'est comme si on allait mettre que la journée de 35 heures maintenant pour l'éternité, cette constitution aura lieu pour l'éternité, des conneries comme ça n'a rien à voir. Comme ça n'avait rien à voir avec l'avortement, avec quoi que ce soit, chaque pays fait ce qu'il veut. Le Portugal est toujours pour l'avortement, les Français l'ont depuis 30 ans, on s'en fout de tout ça. Chacun fait ce qu'il veut. C'est uniquement un aménagement constitutionnel. Les gens n'ont pas compris ça. Et alors là, il y a un problème, parce que le président du Conseil des ministres, il faut dire, il change tous les 6 mois. Alors là, évidemment, c'est pas... Alors, remarquez bien qu'au 1er juillet prochain, c'est Tony Blair qui devient président du Conseil. Lui, au moins, il est connu du président George Bush, bien sûr. Mais ça va durer 6 mois. Voilà. Et après, on passe à l'Autriche. Bon, bah, George Bush demandera encore une fois sur l'Autriche. L'autre jour, George Bush est allé en Slovaquie. Vous savez ce qu'il a crié sur la place publique? Il ne savait plus où il était. Il a crié « Vive la Slovénie ». Et il était à Bratislava, capitale de la Slovaquie. Bah, vu par un Américain, on comprend bien l'Europe, c'est minable, c'est petit, c'est féodal. C'est pour ça que les Américains, mon père qui était pilote pour la guerre, me dit « Les Amerlots, j'arrive pas à la faire comprendre que la Normandie c'était tout petit par rapport au Texas, ce qui fait qu'il a chié les bombes n'importe où. » Bah, putain, c'est comme ça que la moitié des bombes sont tombées là où il ne fallait pas. À une époque où on ne pouvait pas cibler en plus, comme aujourd'hui on ne pouvait pas cibler les bombes. On dit, on peut plein la gueule. Ils ont bombardé le Havre au lieu de bombarder je ne sais plus quoi. Ils ont bombardé. Évidemment, quand vous avez des trucs sur 50 km, par au Texas c'est 3000 km. Alors l'avion, vous avez le temps de bon d'accord, il y a 3 fermes et qui là, par là, tous les 50 km, c'est tout le temps. Bon d'accord. Ben voilà, mon vieux, ben ouais, oui, mais on rigole, on est là, on rigole. Ben oui, ben, au mieux, ben, l'Europe elle est ridicule, et puis c'est tout, moi je vous le dis carrément. Si cette constitution avait été adoptée, comme on ne veut pas que le Parlement européen devienne comme le Parlement chinois au fur et à mesure que s'élargira une assemblée de 2852 personnes, comme c'est le cas à Pékin, on a limité à 750 dans cette constitution le nombre de députés européens.
Donc, admettez que la Roumanie, la Bulgarie et d'autres pays arrivent, la Croatie candidate, s'ils arrivent, on ne devrait plus dépasser 750. Mais comme cette constitution n'a pas été adoptée, on pourra le dépasser. Mais en fait, comme l'hémicycle que je vais vous montrer n'a que 800 places, et celui-ci aussi, on ne pourra pas de toute façon physiquement dépasser 800 personnes. Donc, à mon avis, on s'en tiendra aux alentours de 750, même, je le répète, quand la Roumanie et la Bulgarie sont là. D'ailleurs, ils arrivent le 1er janvier prochain, sauf catastrophe, sauf le tsunami, tout ce qu'on veut, mais sinon, ils arrivent le 1er janvier prochain. Le 1er janvier 2007, pardon. Pas 2006, mais 2007. Donc, c'est ça. On les a fait un peu attendre par rapport aux Polonais et aux autres, ils ne sont pas contents, mais vous savez qu'il y a 3 critères pour entrer dans l'Union européenne. Il faut être un pays d'Europe. Bon, pour la Roumanie et la Bulgarie, aucun problème. Deuxièmement, il faut respecter les droits de l'homme et tout ça. Là, il y avait des problèmes un peu en Roumanie et en Bulgarie. Ça se tasse. Mais troisièmement, il faut avoir aussi un certain niveau de seuil économique. Voilà. Économie de marché et surtout un certain niveau, parce que n'oubliez pas que quand vous un pays entre dans le marché commun, la première chose qu'il fait, c'est quoi? C'est qu'il doit abolir complètement ses droits de douane. Alors, si vos industries sont fragiles, hein, je vais mieux vous dire qu'elles disparaissent. Et par conséquent, la Roumanie et la Bulgarie ont réfléchi avant de baisser complètement leurs droits de douane, donc d'entrer dans le marché commun. Et en plus, on leur a demandé d'attendre parce qu'en effet, il y avait des petits problèmes encore de système judiciaire qui était mal foutu, de corruption, de mafia, etc. La mafia, d'ailleurs, ça va pas être facile à résoudre parce que, après tout, moi je peux vous faire remarquer que quand l'Italie est entrée au marché commun dans les années 50, elle est aussi une mafia, qui est toujours d'ailleurs. Et ça n'empêche pas l'Italie d'être dans le marché commun depuis 50 ans. On ne peut pas non plus exagérer dans les critères qu'on demande. Mais quand même, il y a ces critères. Alors c'est intéressant. Bon, ça fait des bonnes questions, il y en a d'autres comme ça. Oui. N'est-il pas possible, c'est ce qu'on a, pas entrevu, mais presque hier à la commission, moi j'ai cru comprendre que même si le traité n'était pas pris en tant que tel, il y aurait peut-être quelques parties qui pourraient être au fur et à mesure, par des lois européennes, modifiées dans le sens de la Constitution. D'abord, chers amis, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui va arriver. On en saura plus ce soir. Si les Néerlandais rejettent ce texte, à 21h ce soir, on saura si tout s'arrête. Parce que, bien entendu, que si en plus ils le rejettent, tout va dépendre. C'est comme les Français, s'ils les rejetés à 51% des voix, on pouvait recommencer le vote dans 2 ans. Mais 55% des voix, c'est beaucoup. Idem pour les Néerlandais. Alors, si les Néerlandais confirment le vote français et votent à 60% contre, il est bien évident que le Conseil européen va se réunir et dire, c'est l'enrichissement des thèmes, normalement. Ils doivent se réunir le 16 juin pour discuter des problèmes de fric, d'ailleurs, plus facile. Et ils vont se dire, bon, si ça se trouve, Tony Blair, qui va présider le Conseil le 1er juillet, va dire on arrête tous les gars, d'autant plus que lui, Tony Blair, ça lui évitera à ce moment-là de faire son propre référendum en Angleterre, où ça va être la guerre civile en Angleterre. Donc, ce soir, on sait déjà beaucoup de choses. Si jamais les Néerlandais votent pas trop mal, ou bien, je veux dire, le non, mais pas trop, on continue les ratifications. Alors, vous avez donc ce soir 11 pays qui ont voté, il en manque 14, qui doivent encore, soit par référendum, soit par ce qu'on appelle la loi parlementaire, le Parlement national, ratifier ce traité. Alors, on verra si naturellement, dans les autres pays qui organisent un référendum, comme l'Irlande, le Danemark, la Pologne surtout, l'Angleterre, la Grande-Bretagne, ça passe, ou si ça casse. Ce texte prévoit que de toute manière, à la fin des courses, s'il y a 5 pays qui ont dit non, un 5e sur les 20, ça n'empêche pas les autres de se réunir et à la limite de mettre le texte en vigueur. Mais on peut imaginer aussi, cher monsieur, votre solution, que le Conseil européen se réunisse en disant on arrête tout maintenant, on s'est trompé en mettant une 3e partie sur les politiques communes, à commencer par la politique sociale, qui n'avait rien à voir après tout avec une constitution, et de refaire un texte plus minimal, ne portant que ça. C'est pas exclu de votre hypothèse, c'est tout à fait intelligente. C'est pas exclu du tout, simplement, on est dans le brouillard, pour l'instant. Et je vous dis, là maintenant, le 10 juillet, les Luxembourgeois votent. On nous annonce d'ailleurs que si
les choses continuent comme ça, même les luxembourgeois, par référendum, vont rejeter le texte. Alors c'est vous dire qu'à ce moment-là, la situation est grave. Parce que le Luxembourg est un pays fondateur, et en plus une des capitales européennes se trouve au Luxembourg. Alors je ne sais pas si vous voyez les dégâts. Et en plus c'est un pays qui est le plus riche du monde, le plus haut niveau de vie du monde, et ils vivent notamment grâce à 10 000 fonctionnaires européens qui sont sur place. Franchement là, si vraiment les Européens veulent plus d'Europe, qu'ils le disent déjà. Ah, tout ça est très inattendu. Très inattendu. Surtout d'apprendre que les Néerlandais, peuple fondateur, très européens au départ, dans les années 50, 60, 70, 80, disent non à une constitution. Alors en plus, permettez-moi de dire, parce que moi maintenant, comprenez, je m'amuse intellectuellement, ce texte a été rédigé sous la présidence d'un Français, un certain Giscard d'Estaing, même si en France il n'est pas très aimé, et deuxièmement, il est favorable fondamentalement aux intérêts de la France. Alors quand je vois le peuple français qui le rejette, je me dis, bah mon vieux, hein, notez bien que chacun d'entre nous a le droit de se suicider. On peut aussi sauter par la fenêtre là et puis se suicider. Bon, d'accord, là vous ne m'arrêterez pas parce que je crois qu'on est au 5e étage. Non mais vous voyez ce que je veux dire. Mais il y a un paradoxe qui est... Il y a un paradoxe qui est quand même très lourd. Pour les spécialistes que je suis, moi, qui travaillent depuis 30 ans ici, j'ai mieux vous dire que le paradoxe, je le trouve très lourd. Alors en plus, je vais vous en raconter une bonne. C'est là où on va voir que les choses sont graves. Les Français viennent de dire non, et notamment une bonne partie des agriculteurs français, qui estiment que la politique agricole commune, finalement, maintenant, c'est peut-être plus aussi bon pour eux qu'avant. D'accord. Mais si les Néerlandais, tout à l'heure, votent non, en ce moment, ils sont en train de voter, la moitié d'entre eux voteront non par haine des agriculteurs français, en disant, nous, les Néerlandais, on paye trop pour l'agriculteur français. Alors les gars, pour réconcilier ensuite les uns et les autres, ça ne va pas être facile. Parce que quand on vote pour des raisons purement contradictoires, bonjour les dégâts. Je le dis au passage. Tout ça n'a pas été dit, bien entendu en France. En tout cas, pour l'avenir, tout est ouvert. Mais votre solution est tout à fait plausible. Qu'après tout, ils se disent, au moins on aurait peut-être dû d'ailleurs uniquement proposer ça. Se diront certainement les chefs du gouvernement. Sachez quand même, pour la petite histoire, chers amis, oui, que cette troisième partie, qui est tant contestée maintenant, pendant un mois ici, et dans cet hémicycle, qui est donc un lieu historique, car la Constitution européenne a été rédigée ici. Tout à l'heure, vous pouvez prendre des photos parce qu'il n'y a pas de séance, donc vous pouvez prendre des photos. C'est déjà un lieu historique, c'est là pendant 16 mois qu'il est discuté. Eh bien, les députés ont discuté pendant un mois le point de savoir s'ils devaient mettre cette troisième partie. Et s'ils l'ont mis, devinez pourquoi. Là encore, paradoxe. Pour faire plaisir aux agriculteurs. Parce qu'ils se sont dit, si jamais on ne parle pas de la PAC dans un texte, les agriculteurs vont croire qu'on les a oubliés. Elle est bonne celle-là. Je vous dis que c'est la totale. C'est le défaut de communication intégral. Je peux vous garantir, c'est le défaut de communication totale, intégral. J'ai rarement vu un gâchis pareil. Moi j'ai beaucoup souffert. Parce que, évidemment, on ne m'a pas donné la télévision pour expliquer tout ça. Moi je ne suis pas député. Et je ne suis pas président de la République française. C'est dommage. Pour la France, mais ça ferait les Français, ça ferait pas. Bon, je plaisante. À ce propos, ma question me revient. Comment se fait-il que la campagne ait été confiée uniquement à l'entité nationale, qu'elle soit franco-française? Et oui, alors, se fait-il que l'institution c'est une très bonne question. N'est pas... Non, c'est une très bonne question. Excellente question. Dites-vous bien que cette même Convention européenne aurait souhaité qu'il y ait un référendum européen. Ou d'ailleurs, peut-être qu'on serait aperçu que les Allemands aussi auraient voté non. Mais n'oubliez pas que les constitutions nationales sont différentes et que certaines interdisent les référendums, notamment la Belgique et notamment l'Allemagne. Parce que Hitler, ayant fait des référendums malheureux, évidemment, l'Allemagne a interdit le référendum dans sa constitution. Donc, on ne peut pas forcer les autres, c'est une question de culture. Par conséquent, certains peuvent le faire comme la France, et d'ailleurs aussi des pays qui ne le faisaient plus jamais. Sachez que la Hollande fait son premier référendum depuis 1815, et c'est pour ça qu'ils vont se défouler d'ailleurs. Mais oui, parce que c'est vrai que d'un autre côté, quand il n'y a pas de référendum pendant 2 siècles, les gens ont tendance à se défouler. Mais c'est pour d'autres raisons également. Je vous dis, eux, ils en ont marre des agriculteurs français. Soit dit en passant, on va bien rigoler quand ils vont se réunir ensuite, Chirac et les autres, pour rediscuter du bout de gras. On va bien rigoler là. On va bien rigoler. Bon, on va voir si la FNSEA va être si fière que ça.
Cela dit, FNSEA, eux, officiellement, ils étaient pour. Hein. Ils ont bien compris, les représentants syndicaux et agricoles, ils ont dit à leurs troupes de voter oui, parce qu'ils savent très bien ce qu'ils vont perdre. Donc, oh. Et en plus, ceux qui s'imaginent que ça va empêcher les Chinois de nous vendre des t-shirts, alors ça, ils peuvent toujours se rhabiller, hein, si j'ose dire. Si j'ose dire. Parce que ça, c'est la mondialisation. Ça ne peut pas empêcher que, en plus, si vous voulez que les Chinois vous achètent des Airbus, il faut peut-être qu'ils nous vendent quelque chose. Et en passant, comme l'a dit le ministre du Commerce extérieur chinois, il me faut 800 millions de t-shirts vendus pour vous acheter la moitié d'un Airbus. Passons. Bon, d'accord. Alors, ça, c'est autre chose. Mais ça n'empêche pas d'ailleurs de demander aux Chinois notamment de réévaluer leur monnaie, parce qu'ils font exprès de sous-évaluer pour... Non, mais attendez, les Chinois aussi, il ne faut pas non plus exagérer. Je n'ai pas dit qu'ils ont tort aussi. Oui, il y a des torts des deux côtés. Mais cela dit, ce référendum européen a donc été proposé, mais ce n'était pas possible d'organiser au niveau européen à cause des constitutions nationales, dont certaines interdisent le référendum. Sinon, c'est vrai qu'il y avait des propositions, votre question est excellente. D'autres bonnes comme ça, je vois que vous avez bien préparé le dossier. Ça fait plaisir. Ça peut rebondir ensuite, y compris cette constitution qui peut être remaniée et représentée, ou bien allégée, voyez-vous, et représentée quelques années plus tard. Cela dit, comme on ne convoque pas les peuples comme ça, on n'organise pas des référendums comme ça dans l'histoire, c'est quand même un coup d'arrêt. Qu'est-ce que vous attendez de la part des Européens? Non, mais d'attendre les Européens, ils n'ont pas compris que ce texte ne porte pas sur les questions sociales, ne porte pas sur les questions d'avortement, etc. Ils ont cru voir ça là-dedans. Porte sur un aménagement des institutions telles que je viens de l'écrire, création d'un président de l'Europe, de façon à ce que l'Europe soit visible. Mais c'est purement institutionnel. Comme la Constitution française, elle porte sur quoi? Réfléchissez. Elle dit voilà ce que fera le président de la République, voilà ce que fera l'Assemblée nationale, voilà ce que fera le Premier ministre, voilà ce que fera, etc. Le Sénat. C'est ça. Elle ne dit pas ensuite quelles sont les lois que doit voter le Sénat ou l'Assemblée nationale. Le Sénat, l'Assemblée nationale, ensuite, comme le Parlement européen, il peut voter la loi de 35 heures, la semaine de 35 heures, comme celle de 48 heures. C'est ça. Vous comprenez? Et c'est ce que les gens n'ont pas compris. Ils ont cru qu'on figeait pour 50 ans toute une série de choses. Il y a eu là un manque total de communication. Alors que cette Constitution, sur les 448 articles qui sont là-dedans, il y en a 55 qui sont nouveaux. Tout le reste, vous les trouvez dans les traités précédents. Ils sont déjà en vigueur. C'est pour ça d'ailleurs que rien ne s'effondre. Ces bâtiments-là ne vont pas s'effondrer. Moi, je ne donne pas ma démission. Simplement, les députés non plus. Simplement, ça va marcher qu'à un quart, comme ça marchait qu'à un quart. Notamment, cette histoire de président du Conseil qui change tous les 6 mois et qui ridiculise l'Europe au reste du monde. Il vaudrait mieux qu'on ait un espèce de super chef d'État pendant 5 ans qui tient le téléphone. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire les 55 articles? Voilà. Ils sont institutionnels, c'est ce que je viens de vous dire. Mais c'est que basé par exemple sur du social comme vous dites. Mais non. C'est eux. Ces articles, c'est eux qui diront par exemple, que le Parlement européen augmente ses pouvoirs dans tel et tel domaine. Comme vous pourrez écrire dans la Constitution française que le Premier ministre diminue, augmente ses pouvoirs. Après, à l'intérieur de ce cadre, si les Européens votent pour un Parlement de gauche ou de droite, comme en France, si vous votez pour une Assemblée nationale de gauche ou de droite, vous aurez des lois différentes, bien entendu. Et non pas des lois figées pour 50 ans. Ben évidemment. Et c'est ce que les gens n'ont pas compris. Parce que, à partir du moment où vous convoquez 40 millions d'électeurs, dans lesquels il y a 2% de juristes, vous êtes obligé de faire du droit constitutionnel à 38 millions de personnes, en 2 mois. Vous vous rendez compte? Il faut expliquer ça en 2 mois à 38 millions de personnes. C'est incroyable. Infaisable. S'ils ne comprennent pas, ils ne savent pas automatiquement, ils ne vont pas dire oui à quelque chose s'ils ne connaissent pas. Premièrement, puis deuxièmement, pour peu qu'il y ait un climat social mauvais, bon, un gouvernement en fin de course comme celui de etc., enfin, évidemment, ils se défoulent, les gens, comme ils vont le faire d'ailleurs aux Pays-Bas, où pourtant, souvent les Néerlandais sont des gens très sérieux, vous les connaissez, qui vont lire les textes, mais là aussi, ils risquent de se défouler purement simplement. Mais oui, bien sûr. Et de confondre, par exemple, ce référendum avec une élection présidentielle. Mais vous attendez que la France vote non, honnêtement, je vais vous dire une chose. Ce texte étant favorable à la France, vous pensez bien que ses auteurs ne s'attendaient pas à ça. Parce que le paradoxe, il est là. Évidemment, ça ne s'attendaient pas à ça. Alors, en revanche, ces auteurs, ils ont pas vu le coup venir. Ils n'ont pas vu le coup venir.
Ils n'ont pas vu que les Français se saisiraient de cette élection comme si c'était une élection présidentielle ou législative pour renverser le gouvernement en place. Et du coup, le gouvernement en place, effectivement, vient de donner sa démission, sauf que Jean-Pierre Raffarin est remplacé par qui? Par son ministre de je ne sais plus quoi, de l'Intérieur, Villepin. Bon, alors franchement, le changement. Mais ça, c'est comme ça. Mais je veux dire, ils ont confondu deux élections. Un référendum avec une élection présidentielle. L'élection présidentielle est en 2007. Tu peux rien, c'est comme ça. C'est comme ça. Et déjà, le gouvernement d'ailleurs de Jean-Pierre Raffarin lui-même n'aurait pas dû être concerné, puisqu'il a toujours sa majorité à l'Assemblée nationale. C'était pas non plus une élection législative, le référendum. C'est une élection pour une constitution, oui ou non. Et cette constitution, en plus, a été mal interprétée. Elle est fondamentalement favorable à la France, et les gens n'ont vu dans cette constitution que la partie 3 sur les questions commerciales, sociales, etc. Mais il faut dire que, bien sûr, l'élargissement de la communauté européenne et surtout l'irruption des Chinois sur la scène internationale, 1,3 milliard bouleverse toute la donne. Il y a eu plein de problèmes. Il y a eu cette directive Bolkestein au mauvais moment. Il y a eu les Chinois qui entrent à l'OMC au mauvais moment. D'un seul coup, on est obligé de baisser le droit de douane vis-à-vis d'eux. Paf, ils nous envahissent, en plus, en dévaluant leur monnaie, ce qui leur permet de nous envahir encore plus. Il y a eu des concours de circonstances invraisemblables, mais là, carrément au niveau mondial. Au niveau mondial. Il y a eu des concours de circonstances. Il n'est pas envisageable une dernière question. Ah non, non, on a le temps. Non, 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 on a le temps. Moi, je suis avec vous jusqu'à 3h25. Il n'est pas envisageable que le texte repasse à l'Assemblée. Ah non, non, mais chez nous, c'est pas possible. Ce référendum en France était législatif. Là, le peuple français se substitue aux deux chambres. En revanche, on pourrait imaginer un traité purement institutionnel passant dans 1 ou 2 ans uniquement devant les deux chambres. Simplement, à partir du moment où on l'appelle Constitution, c'est difficile quand même. Parce que tout le problème vient du fait. Pourquoi est-ce que Chirac est obligé d'organiser un référendum? D'abord parce que d'autres le faisaient. Deuxièmement parce qu'il est gaulliste et que son maître Charles de Gaulle le faisait. Mais surtout parce que c'est la première fois dans l'histoire de ce continent que malgré tout on appelle un traité une constitution depuis Charlemagne. Donc impossible de faire passer un texte avec un contenu psychologique aussi important, le mot constitution, sans bien entendu un référendum. La constitution française elle-même de 58, vos grands-parents ont été convoqués pour voter. D'ailleurs à l'époque on leur a donné même pas 1 mois entre parenthèses pour la lire. Mais eux, ils l'ont voté sans difficulté, parce que pour eux, il fallait absolument que De Gaulle revienne au pouvoir pour mettre fin à la 4ème République et à la guerre d'Algérie. Par conséquent, eux l'ont voté sans même la lire à l'époque. Aujourd'hui, il n'y a plus de guerre d'Algérie, il n'y a plus quand même de guerre en Irak, vous direz les guerres, mais bon, c'est loin. Et par conséquent, en effet, les gens se sont mis à la lire. Et puis, sans pouvoir la comprendre, parce que c'est quand même compliqué, vous pensez bien que les articles rédigés par des experts de droit constitutionnel ne sont pas simples. Ça aussi, ça ne contribue pas, je pense. Mais une constitution est forcément pas simple. Prenez la constitution française, là aussi, les juristes la lisent, mais les autres, je ne suis pas sûr que le chauffeur routier qui prend ça devant lui, il va l'aller, il va comprendre. D'autant plus qu'après, il y a toute une jurisprudence du Conseil constitutionnel qu'il faut intégrer. Enfin, on ne s'en sort pas. Le problème qui est là, c'est que c'est quand même à nous de comprendre. C'est quand même pour nous, tous citoyens. Mais oui, et c'est ça le danger du référendum. C'est que vous donnez aux citoyens, vous leur dites, mais vous leur donnez 2 mois pour comprendre. La date du référendum n'était même pas fixée d'ailleurs 2 mois avant. C'est vous dire. Mais on regarde la télé, tout le monde se dispute, il y en a qui disent... Et alors, très bonne réflexion. Alors, très bonne réflexion, que j'ai oublié. C'est qu'en plus, quand Chirac annonce le référendum, on est à 2 mois en réalité de la date. Alors, il faut très vite passer à la campagne des partis politiques. Ouais. Alors du coup, au lieu à la télévision de faire venir 3 profs de droit constitutionnel, mais ayant une belle gueule, pour expliquer aux gens de façon simple et pédagogique les choses, eh ben non, on met Arlette Laguillet contre Le Pen, enfin en un mot les jeux du cirque à Rome, des rhinocéros contre des hippopotames, des conneries comme ça. Eh ben voilà. Eh ben évidemment, je suis obligé de le dire. Je suis obligé de le dire. Et le citoyen pige rien. Eh ben évidemment. Évidemment. Et puis alors les partis politiques, de leur côté, bientôt ils obéissent à d'autres motivations. Ils soient idéologiques, soit partisans, soit surtout du reste du monde, qui pousse par derrière dans un sens ou dans un autre. Évidemment, évidemment. Donc voilà. Alors après, les gens ne comprennent plus rien. Les gens ne comprennent plus rien. Et voilà. Et bien c'est fait. On va mourir. Enfin, disons que... Si la Constitution, elle vient pas, si c'est non, donc en fait ce serait plus pour l'approbation de l'Europe. Pas compris. Si c'est non. Si c'est vraiment non, l'Europe progressera moins vite. Hein. Oui.
Ça ne veut pas dire que, par exemple, d'un seul coup, les subventions agricoles, tout ça, s'en vont. Pas du tout. Si je le répète, ces bâtiments restent en place, puisque 90% de ce traité, ce que j'ai pas compris, est déjà en vigueur. Ça ne s'écroule pas. Ce qui ne sera pas mis en vigueur, c'est ces réformes institutionnelles dont je vous parlais. Voilà. Voilà. Comme le règlement intérieur d'une copropriété. C'est ça qui ne sera pas amélioré. Mais on continuera, par exemple, à changer de président du Conseil des ministres tous les 6 mois. Et bien, on continuera. Je dis, comme l'Amérique pourrait très bien continuer d'avoir, avec 50 États, les gouverneurs de chacun des États qui succèdent, et puis ça ne pourrait plus durer 5 siècles. Après tout, on n'en meurt pas. Que si les Allemands ont accepté qu'on ait une monnaie européenne unique, ce qui est bien pratique, entre parenthèses, quand on voyage, comme on l'a fait, c'est à condition que la Banque centrale soit à Francfort, à côté de la Bundesbank, pour garantir que cette monnaie européenne sera solide. Car n'oubliez jamais que l'Allemand moyen, même encore aujourd'hui, il estime que si Hitler est arrivé au pouvoir, ce qui représente pour lui une catastrophe pour 95% des Allemands, eh bien c'est à cause de la fameuse inflation des années 20 et 30. Et de cette inflation, on n'arrivait pas à juguler. Donc pour un Allemand, qu'il soit de gauche ou de droite, la stabilité monétaire est fondamentale. Et voilà ce que le reste de l'Europe comprend mal. Et c'est pour ça qu'en acceptant une monnaie européenne, les Allemands disent aux Français, aux Italiens, écoutez les gars, l'inflation, c'est terminé, nous on n'en veut plus. Mais du coup, la monnaie européenne est peut-être trop forte pour le franc suisse. Et du coup, d'un côté, il y a comme ça des gens qui se réfugient dans l'euro, bien entendu c'est une monnaie solide, mais d'un autre côté, pour les industriels, c'est difficile d'exporter. Ça, il est certain que vous allez sourire, parce que vous n'êtes pas encore en état de vous acheter une Porsche, mais par exemple, la firme Porsche souffre beaucoup. Comme l'euro est trop fort, 50% de son marché était américain, ben là, ils ont perdu 50% de vente de bagnoles aux États-Unis. Alors, il y a une chose amusante, cela dit, c'est que comme la mafia russe est en train de s'en mettre plein les poches, c'est les Russes qui rachètent les Porsche. Donc, il y a toujours un moment où ça se compense. Mais enfin, disons que peut-être l'euro est trop fort. Bon. Mais c'est compliqué tout ça, parce que d'un autre côté, l'Europe achète son pétrole non pas en euros, mais en dollars. Et alors là, elle gagne, puisque l'euro est très fort par rapport au dollar. Donc, on ne peut pas, comme on dit en français, avoir le beurre et l'argent du beurre. Et en plus, la crémière. Très difficile d'avoir les trois. Et c'est souvent ce que veulent les gens. Eh oui. Donc, vous voyez, c'est pas simple. C'est pas simple tout ça. Peut-être que la Banque centrale, du coup, évidemment, sera moins sourcilleuse sur le de l'euro. Mais bon. Et puis, il y avait eu quand même, lorsqu'on est passé du franc à l'euro, il faut être honnête, des dérapages de prix. Pas de doute là-dessus. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Certains en ont profité, grande surface ou autre, pour arrondir les prix d'une façon... D'ailleurs, c'est pour ça que Sarkozy, à un moment donné lui-même, a été obligé, tout en étant libéral, paraît-il, de dire au supermarché, les gars, ça suffit maintenant, et vous allez même essayer de diminuer ça. Bon, évidemment, il y a eu des... Non, non, il y a eu des manifestement des dérapages. Et il y a même eu ce cas des Italiens, tenez-vous bien, je ne sais pas si vous avez fait attention à ça, c'est amusant. Les Italiens, au temps de la lire italienne, ne se servaient plus des petites monnaies. Ils les jetaient dans le caniveau. Quand les euros sont arrivés, ils ont continué à acheter les euros dans le caniveau. En monnaie. Pourquoi? Parce qu'ils avaient pris l'habitude de jeter des pièces de monnaie qui ne valaient plus rien en lire. Sans s'apercevoir que désormais, c'était des euros et pas des livres. Résultat des courses, Berlusconi a même demandé qu'on imprime un billet de 1 euro. De façon à ce que les Italiens jettent plus dans les caniveaux. Mais alors, le plus comique de tout, le reste de l'Europe a refusé, la Banque centrale a refusé. Bon, maintenant, les Italiens ont compris quand même la différence entre 1 euro et 1 lire. Bah, évidemment, parce qu'1 euro, c'est 3000 lire. Ils ont quand même compris. Mais tout, on a des habitudes, tous. Et ces habitudes, vous voyez, se reflètent dans 36 problèmes. C'est amusant comme tout. Moi, je vois ça au niveau européen, j'apprends plein de choses comme ça, parce que nos cultures sont tellement différentes. On ne se rend pas compte aujourd'hui, encore, de la différence de nos cultures, dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Y compris ça, vous comprenez. Autant où la lire italienne valait rien, une pièce de 10 lire, c'était moins que rien. Alors les Italiens, on leur donnait ça à la poste, ils foutaient ça à la poubelle. Ils foutaient ça dans le caniveau. Et du coup, quelquefois d'ailleurs, ils payaient avec des timbre-poste. Et du coup, j'étais ça. Et quand l'euro est arrivé, ben, ils ont continué à faire ça. Seulement, si jette 1 euro, ça fait quand même 6 francs 50.
Donc 2000 livres ou 3000 livres, d'autres fois. Alors, ils sont aperçus qu'ils étaient en train de déconner. Mais il a fallu 2 ou 3 ans, vous voyez, pour qu'ils s'en aperçoivent. Parce qu'il y a des habitudes dans la vie. Regardez vous-même, vous êtes habitué à manger la française, je crois que de plus en plus, vous mangez italien comme moi, espagnol et tout ce qu'on veut, parce que c'est vrai que l'Europe se fait même gastronomique de ce point de vue-là. Vous voyez comme c'est intéressant tout ça. Alors peut-être qu'effectivement ce choc, malgré tout, va obliger la Banque Centrale Européenne à revoir en partie sa politique, sans vouloir faire de l'inflation, ce qui serait idiot. Vous savez que l'inflation ne profite qu'aux spéculateurs. Moi j'ai connu l'époque, hein. Vous savez, on vient de loin. Moi quand j'avais votre âge, hein, bon, c'était la fin de la 4e République. Hein. Eh bien, non, je n'étais pas plus jeune, excusez-moi, je suis quand même très jeune, mais ça veut dire j'avais 10 ans. Eh bien, quand on allait au restaurant avec mes parents, les prix n'étaient pas imprimés. Tous les mois échangés. Il fallait mettre au crayon. On rendait compte? On rendait compte, c'était la honte. On appelait la France le malade de l'Europe. Et les gouvernements changeaient tous les 6 mois, ben justement, comme maintenant au niveau européen, et la monnaie filait. C'était incroyable, les spéculateurs étaient ravis. Quand vous achetiez quelque chose, vous faisiez un emprunt, vous le remboursiez n'importe comment, on s'en foutait. Mais c'est les spéculateurs qui en profitaient. Mais le type qui bossait, fonctionnaire, il était foutu. Et je vous dis, vous vous rendez compte la gueule qu'on fait quand on va dans un restaurant, vous voyez les prix aujourd'hui qui valsaient de mois en mois, c'était comme la République de Weimar. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'en 58, les Français ont dit, tiens, il y a un général qui est au chômage, la Charles de Gaulle, on va le rappeler pour mettre de l'ordre. Le type il est arrivé, il demandait que ça, le gars, le général, forcément. Paf, un coup de poing sur la table. Et d'ailleurs, à l'époque, première chose qu'il a faite, réforme monétaire. On est passé de l'ancien franc au nouveau franc en diminuant par 100. D'ailleurs, il a donné aux Français très exactement 2 jours pour s'en apercevoir. Ce qui fait qu'il y a des gens qui ont continué à confondre les deux. Il y avait notamment un brave Français, il y avait une vente aux enchères d'un tableau de Claude Monet qui valait 1 million de nouveaux francs. Il a cru que c'était 1 million d'anciens francs. Il l'a acheté. Il n'a pas pu le payer. Etc., etc. Il y a eu des gags merveilleux. Mais vous voyez, mais je vous dis, l'histoire se répète. L'histoire se répète. C'est fascinant. Fascinant. Pardon? On entend encore les personnages parlant ancien. Ah, bien entendu, ma mère parlant pour l'ancien franc, à 89 ans, il faut dire. Elle est née en Première Guerre mondiale, elle est deuxième. Alors elle a voté, oui, j'ai pu vous le dire. Elle va dire, oui, la réconciliation avec les Allemands. Pour la génération comme mon père, ma mère, mon père, moi, je vote oui à 100%. Parce que c'est le couronnement de la réconciliation franco-allemande. Votre génération peut s'apercevoir. Ces gens-là ont été traumatisés par la guerre. Traumatisés par la guerre. Et donc, eux, d'ailleurs, c'est les vieux qui ont voté pour ce traité. C'est les vieux qui ont voté pour ça. Parce que pour quelqu'un de 70 mais merde, moi j'ai vu ce que c'était quand l'Europe n'existait pas. Donc ça c'est le couronnement de la réconciliation franco-allemande. Et c'est pour ça que le Bundestag et le Bundesrat allemand ont voté un maximum pour ça. Puis les Français disent non. Eh bien c'est pas grave, ça s'appelle un divorce. Ça arrive. Hein. Dans les langues rares, souvent il y a ce qu'on appelle une langue pivot. Donc le député est traduit 2 fois. Donc là il y a les 25 drapeaux. Et dans certaines langues. Et c'est là où le problème commence. Parce que le député déjà au départ parle très vite, comme moi en ce moment. Si les interprètes doivent passer par une cabine pivot, vous imaginez la bouillie qui arrive en slovène quand le député français a parlé et qu'on est passé par la cabine anglaise. On ne garantit pas la qualité de la traduction à la fin de parcours. Comme à Paris, vous avez le président qui est en face et les députés siègent de la gauche à la droite du président. Hein? Donc les communistes sont là-bas à l'extrême gauche, les socialistes sont les bancs là, que vous voyez au centre-gauche. Ici c'est les démocrates chrétiens avec les gaullistes et les conservateurs britanniques. Les libéraux, les souverainistes et l'extrême droite, Le Pen, là-bas à l'extrême droite. Et puis les écologistes, les députés écologistes sont ici. Ah les écologistes sont sur les bancs du fond. Là. C'est trop beau, les tous les drapeaux et tout. Ah non, mais ça va, impeccable là. Un député, Karima. Monsieur, excusez-moi. Oui. Pourquoi vous demandez ça? Attends, on est prend photo là, très bien. Très bien. Oui, je veux dire de montrer le. Alors Hélène, tu trouves ça comment? C'est joli, hein? Ouais. Ça fait rêver. Ouais, ah bah c'est Cavada. C'est l'ancien président de la télé et de la radio, Jean-Marie Cavada. C'est très joli. Voilà. Très intéressant. C'est grandiose. Ouais. C'est grandiose. Non, non, mais bah si, vous verrez. Excuse-moi.
On arrive, on arrive. Chaque année, notre comité des beaux-arts, on appelle ça, du Parlement, achète quelques tableaux à un pays par rotation. Vous comprenez, tantôt c'est les Danois qu'on achète, tantôt les Français. Bon, Van Gogh étant mort, évidemment, on ne peut pas lui en acheter, Toulouse-Lautrec aussi, c'est dommage. Et en face, vous avez Matrix. Et on a Matrix. Voilà. Voilà, c'est pas terrible. Mais il y en a d'autres qui sont très bien. Oh, vous m'avez tué, les enfants. C'est bien, vous avez une bonne question, puis on a de l'humour, c'est bien, parce que sinon on s'en sort pas. Et je termine. Non, tu es française. Comme il fallait terminer, mettre votre corbeau sur son arbre perché, se mettre dans son bec un fromage. Maître renard par l'odeur alléchée, lui teinte à peu près ce langage. Bon, allez, on y va. C'était super, je remercie tous les profs, ainsi que le proviseur et tous ceux qui ont participé à l'organisation.